Alors, je vous propose que nous commencions cette rencontre sur le détroit d'Ormuz. Alors, sujet évidemment d'actualité, avec plein d'interrogations sur ce que va devenir ce détroit d'Ormuz à l'issue de cette guerre lancée par Israël et les Américains contre l'Iran. L'Iran se retrouve avec un levier entre les mains absolument considérable, qui est le contrôle de ce détroit, ce qui pose évidemment de nombreuses questions. Et donc, il nous a paru intéressant à l'IREMO, évidemment, de nous intéresser à cette question. Alors, on va essayer de se décaler un peu par rapport à l'actualité, de tout ce qu'on peut entendre sur le détroit d'Ormuz, parce que j'imagine qu'un certain nombre de choses sont connues, mais on va quand même revenir aux fondamentaux, hein, et ça, grâce à Francis, on va avoir une idée précise de ce que c'est ce détroit d'Ormuz. Mais on voudrait aussi étudier les enjeux en fait de long terme pour le secteur énergétique, mais aussi pour les questions, les ressources agricoles. On entend parler de la question des fertilisants, des conséquences sur un certain nombre de pays. Et donc, c'est cet aspect-là qu'on veut traiter. Et un autre aspect qui nous paraît important, c'est les répercussions sur les pays asiatiques, puisque l'on sait que eh bien, les pays asiatiques sont extrêmement touchés par cette crise. Donc, ce qui est important, c'est de voir les conséquences de cette crise sur l'économie mondiale. Donc, au-delà des questions énergétiques, je viens de le dire, les questions agricoles, l'exportation entravée des fertilisants. Et donc ça, pour ça, on va avoir Jérémy Deniel, qui est docteur en géopolitique et directeur des études d'agriculture stratégique, qui est un think tank dédié à l'analyse stratégique des questions agricoles et alimentaires. Et nous aurons également en ligne Camille Brugier, qui est une connaisseuse, une spécialiste de la Chine, et qui nous apportera donc son regard, qui va être un regard précieux. Et je vous propose, pour commencer, de donner la parole à Francis Perrin. Alors Francis, qui est connu des habitués de l'IREMO, puisqu'il intervient dans différents modules que nous organisons ici, qui est directeur de recherche à l'IRIS et qui est chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat, et qui est vraiment le grand spécialiste des questions énergétiques et qui va pouvoir nous éclairer pour dresser le paysage de la situation actuelle, de ce qu'il en est, de cette importance de ce détroit d'Ormuz et des conséquences sur la question énergétique, avant de passer aux deux autres thèmes qui vont donc suivre cette première présentation. Donc, Francis, tu as la parole. Merci beaucoup Agnès. Bonjour, bonsoir à tout le monde et merci à l'IREMO d'avoir organisé cet événement sur un sujet d'une grande actualité, même si, comme tu l'as dit, on va essayer de mêler l'actualité et puis de se projeter un petit peu dans le temps moyen et long terme. Donc, 10 points clés que je voudrais aborder rapidement avec vous de façon très synthétique. Premier point, le plus évident, mais pas le moins important, le détroit d'Ormuz, c'est très important en termes énergétiques. Tout le monde le sait, mais rappelons-le, il faut avoir en tête à peu près 2 fois 25%. Ça veut dire quoi? Par le détroit d'Ormuz passe normalement ça veut dire avant le 28 février 2026, des navires pétroliers tankers, navires gaziers méthaniers, transportant l'équivalent d'à peu près 25% des exportations mondiales de pétrole et 25% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Et pour le pétrole, en termes de consommation, c'est à peu près 20% de la consommation pétrolière mondiale qui passe par le détroit d'Ormuz. Donc c'est un élément majeur pour les exportations de pétrole brut, produits raffinés et de gaz naturel liquéfié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Hormuz, c'est très important pour l'énergie, hydrocarbures, pétrole et gaz naturel, et c'est très important pour beaucoup d'autres choses. Alors, je n'évoquerai pas, détaillerai pas ce point puisque nous aurons une présentation tout à l'heure sur l'aspect agriculture, hein, mais Hormuz et engrais, c'est évidemment un enjeu majeur que je ne développe pas bien sûr. Par Hormuz passent de très nombreux produits pétrochimiques, de très nombreux plastiques, de l'aluminium, du soufre, de l'hélium. L'hélium, ça paraît pas très important, c'est très important pour les semi-conducteurs. Alors, ici, sur ce graphique, vous avez ce qui se passe lorsque l'Iran bloque Hormuz, donc à compter du 1er mars. C'est la circulation de tankers, donc navires pétroliers,
à travers Hormuz. Et donc, évidemment, avant la zone en rouge, vous avez la circulation normale, journalière. Donc, ça veut dire qu'on est sur entre 30 et 70 tankers transportant pétrole et produits raffinés par jour. Et vous voyez comme ça tombe de façon vertigineuse dès le début du conflit. Donc, comme on dit dans les tontons flingueurs, c'est du brutal. Hein. C'est pas, il n'y a pas une légère baisse, doucement on baisse de 5%. Ici, même chose, mais ce sont les volumes de pétrole et de produits raffinés transportés sur tanker via Hormuz. Et c'est autour de 20 millions de barils par jour, hein, soit le cinquième de la production de la consommation pétrolière mondiale. Et le 1er mars, ça tombe pas à zéro, mais à quasiment zéro. Donc c'est absolument quelque chose de majeur. Troisième point, quand Hormuz est bloqué, on ne sait pas faire. On n'a pas de solution, ce qui est évidemment très problématique. Pour les hydrocarbures, là je reviens sur mon thème de prédilection, pour le gaz naturel liquéfié, on a zéro solution de remplacement quand Hormuz est bloqué. Pour le pétrole brut, on a quelques solutions de remplacement. On en a en fait 4. Mais quand on les additionne, on n'arrive pas à remplacer Hormuz, même avec 4 solutions. 4 solutions qui sont des solutions d'oléoducs permettant d'exporter du pétrole à partir du Moyen-Orient sans passer par Hormuz. Alors on va le voir donc sur la diapo suivante pour les 2 premières solutions, si je me souviens bien. Sur cette carte, vous voyez le fameux oléoduc Est-Ouest qui traverse l'Arabie Saoudite, allant du Golfe à la mer Rouge. Ce pays a 2 façades maritimes, donc il peut exporter du pétrole via la mer Rouge quand Hormuz, qui est le cas, est bloqué. Sur cette même carte, vous avez les Émirats arabes unis et vous voyez un oléoduc qui débouche à Fujairah, juste à l'extérieur d'Hormuz, sur le golfe d'Oman. Donc ça fait 2 solutions pour les pays arabes du Golfe. Troisième solution, l'Irak en jaune. On part du nord de l'Irak, on va traverser la Turquie, diapo suivante s'il vous plaît, et on va arriver sur la Méditerranée. Donc c'est une troisième solution d'évacuation. Et quatrième solution, et pour ça on va revenir plusieurs diapos en arrière, la première carte qui va nous tomber sous la main, voilà ici. Vous avez ici l'Iran, donc au nord, bien sûr. Vous avez, ça se voit passer un petit peu petit, le port de Jask, qui est à l'extérieur d'Ormuz, qui est desservi par un oléoduc. Donc, 4 solutions de remplacement, on se dit c'est très bien. Sauf que quand on fait les additions, le compte n'y est pas. Jask, ça fonctionne très peu. L'oléoduc irako-turc, seulement 250 000 barils par jour de capacité, une misère. L'oléoduc via les Émirats, c'est 1,5, 1,8 millions de barils par jour, c'est plus important. Et l'oléoduc Est-Ouest via l'Arabie Saoudite, 5 à 7 millions de barils par jour. Ça, c'est gros. Donc, si on additionne tout ça, on est entre 7 et au mieux 9 millions de barils par jour. Et on vient de voir que par Hormuz passe chaque jour, normalement, 20 millions de barils par jour. Donc, on a un gros trou. En fait, avec le blocage d'Hormuz depuis le début mars, on est sur un trou en termes d'offres pétrolières mondiales d'environ 13 millions de barils de pétrole par jour, soit 12% de la consommation pétrolière mondiale l'an dernier. Et l'économie mondiale ne peut pas rester longtemps avec un manque de 12% de la consommation mondiale de pétrole bloquée par Hormuz. Quatrième point important et très préoccupant, au-delà du conflit actuel, l'Iran qui, comme le disait Agnès, a compris le pouvoir que représentait le contrôle de ce détroit stratégique, se dit finalement c'est tellement amusant que je voudrais continuer après le conflit. Et je voudrais inscrire dans la durée, pérenniser mon contrôle sur Hormuz. Hormuz, c'est à moi, ce qui est faux, puisque de l'autre côté, il y a Oman, donc forcément, c'est pas... si on passe par le canal de Suez, d'un côté, vous avez l'Égypte et de l'autre, l'Égypte. Donc c'est normal que l'Égypte vous dise, vous allez payer un droit de transit. C'est pas un détroit intinsal. Hormuz est un détroit intinsal depuis toujours. C'est des questions géographiques. Donc, mais l'Iran ne l'entend pas comme ça. Et il a donc créé une nouvelle entité, la PGSA, l'autorité du détroit du Golfe Persique. PGSA, le sigle est en anglais comme d'habitude. Et ça a été créé tout récemment pour gérer le contrôle par l'Iran du détroit d'Ormuz bien au-delà de la fin du conflit. Donc les compagnies de transport maritime devront prendre contact avec la PGSA qui leur dira vous êtes qui sont vos actionnaires,
qui sont vos marins, leur nationalité, qu'est-ce que vous transportez, d'où vous venez, où vous allez. Et en fonction de tout ça, la PGSA dira, vous pouvez passer ou pas, vous passerez par telle route, à telle condition, ce sera tel prix, etc. Vous, vous êtes sympathique, vous êtes russe et chinois, donc ce sera peut-être gratuit parce que vous êtes nos alliés. Vous, vous êtes un peu moins nos alliés, ce sera un peu plus cher. Vous n'êtes pas du tout nos alliés, ce sera plus cher. Vous êtes nos ennemis, vous passerez pas du tout. Donc à la tête du client, enfin entre guillemets. Donc pour l'Iran, quelque part, c'était assez confortable. Entre le 1er mars et le 12 avril, il bloquait le pétrole et le gaz naturel liquéfié des pays arabes du Golfe et il laissait passer évidemment son pétrole. Sauf que ça a changé le 13 avril, avec le début d'un blocus américain des ports iraniens. Et depuis, on n'a toujours pas le pétrole arabe et le gaz arabe qui passe puisqu'il est bloqué par l'Iran, mais on n'a pas le pétrole iranien qui passe parce qu'il est bloqué par les Américains. Et donc là, personne ne rigole plus. Et ça change un petit peu la donne en termes de vision de la temporalité. Avant, l'Iran pouvait dire, j'ai le temps. Mon pétrole passe, il est exporté, j'ai de l'argent. Donc je peux tenir. Depuis le 13 avril, le pétrole iranien ne passe pas non plus. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une provocation iranienne. Hein. C'est une carte qui vient de la marine de guerre des gradins de la Révolution et qui indique la zone maritime que l'Iran estime devoir contrôler du fait de son contrôle du détroit d'Ormuz. Et vous voyez que la zone déborde largement le détroit d'Ormuz et on le voit pas très bien de loin, mais c'est juste ici, le trait là arrive juste au sud de Fougera, Émirats arabes unis, où arrive un oléoduc qui permet aux Émirats de contourner Hormuz. Cette carte veut donc dire, si l'on en croit à Téhéran, qu'un tanker qui arriverait à Fougera, Émirats arabes unis, devrait demander avant la permission à l'Iran pour arriver aux Émirats arabes unis. C'est assez fort de café et ça montre bien la rivalité considérable Iran-Émirats arabes unis, les Émirats étant la bête noire de la République islamique d'Iran. Les autres pays arabes ne sont pas forcément leurs grands amis, mais les Émirats, c'est spécial. Point 5, on entre dans les conséquences. Alors, première idée, conséquences à moyen et long terme. Est-ce que, avec ce qui se passe actuellement depuis plusieurs semaines, est-ce que le monde va accélérer la transition énergétique? Diapo suivante. Ça paraît évidemment très logique puisque si vous développez pour aller vite des projets solaires et éoliens, vous n'importez pas le soleil, vous n'importez pas le vent, alors que vous importez, pour la plupart des pays dans le monde qui ne sont pas producteurs, du pétrole et du gaz venant de régions souvent assez sensibles, telles que le Moyen-Orient, et très sensibles avec le blocage d'Ormuz. Donc c'est tout à fait logique de développer une argumentation pour dire, on vous parlait de transition pour des raisons environnementales et climatiques. On va vous en parler encore en ajoutant un élément clé, des enjeux géopolitiques. Le soleil et le vent ne seront pas bloqués par l'Iran qui bloquera Hormuz la prochaine fois. Donc c'est tout à fait logique comme raisonnement et c'est un argument supplémentaire très fort pour la transition, pour une accélération. On voit quelques signes, très forte progression France-Europe, et ailleurs dans le monde, des ventes de véhicules électriques au début de cette année. Question clé, soyons prudents, est-ce que ces signaux sont des signaux forts qui vont s'inscrire dans la durée? Ou est-ce que lorsque tout ira mieux dans quelque temps, qu'Ormuz sera débloqué, tout le monde se dira, enfin pas tout le monde, finalement, importer du pétrole et du gaz, c'est tellement intéressant, c'est tellement facile, c'est tellement bon. Donc, je resterai prudent, ce serait une conséquence extrêmement logique à moyen et long terme. Il faudra avoir un peu de recul pour voir si vraiment cette crise majeure aura servi au niveau mondial à accélérer la transition. Ce serait tout à fait logique. Attendons de voir si ce sera vraiment le cas. Deuxième impact possible, construire de nouveaux oléoducs pour contourner Hormuz. On a vu qu'on en a déjà, on en a 4. Arabie Saoudite, Émirats, Iran et Irak-Turquie. Mais que les 4 ensemble, c'est pas suffisant. Alors, déjà, premier point, on pourrait renforcer certains qui existent déjà. L'oléoduc irako-turc ne peut transporter que 250 000 barils par jour de pétrole, c'est ridicule. On pourrait très bien le renforcer, développer ses capacités, sans construire un nouveau, pour qu'il puisse transporter, je dis n'importe quoi, 1 million de barils par jour, 2 millions. Il n'y a rien de techniquement impossible. Ce serait déjà pas mal. Mais en termes de nouveaux projets, diapo suivante, le pays qui est en tête, c'est les Émirats arabes unis, une fois de plus. On a vu qu'ils ont déjà un oléoduc allant à Fougera. Ils en construisent un deuxième. Et l'ADNOC,
l'Abu Dhabi National Oil Company, qui est la société étatique du pétrole et du gaz, a reçu du gouvernement des Émirats des instructions très fermes. Vous accélérez la construction de deuxième oléoduc, il faut que ce soit terminé l'an prochain en 2027. Ils vont donc doubler, s'ils tiennent les délais, ce qui à mon avis sera le cas, quand le président des Émirats, Mohamed Ben Zayed, vous dit d'accélérer, en général on accélère. Hein, c'est voilà, c'est un homme qui ne supporte pas en général qu'on traîne trop en termes de tout ce qui est, je dirais, appareil d'État. Donc ils vont doubler leur capacité d'exportation de pétrole. Donc on passera à un maximum de environ 3 600 000 barils par jour. Ça représente ce qu'ils produisent actuellement. Sauf que ce pays veut produire plus. Il veut passer à une capacité de production de 5 millions de barils par jour de pétrole dès l'an prochain, 2027. Et rappelons que ce pays, le 1er mai, est sorti de l'OPEP et de l'OPEP+, justement pour ne plus avoir de contraintes en termes de limites de production. Donc tout ça, il y a une logique. Et quelque part, ça va servir les Émirats dans ce projet-là. Ici, sur la diapo, le secrétaire à l'énergie de Donald Trump numéro 2, Chris White. Quel rapport avec notre sujet? Eh bien, il a dit tout récemment, dans les années qui viennent, Hormuz sera moins important. Et pourquoi il dit ça? Il pense justement à de nouveaux projets d'oléoducs qui seront construits compte tenu du fait que pour la première fois, Hormuz a été bloqué. L'Iran dit depuis des années, si vous m'embêtez, je bloque Hormuz. Mais il ne l'avait jamais fait. Il l'avait menacé 100 fois, des centaines de fois. Pour la première fois, il l'a fait. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les dirigeants iraniens ont estimé que le sort du régime était en jeu. Lorsqu'Israël attaque l'Iran en juin 2025, l'Iran subit des pertes très dures, mais l'Iran ne bloque pas Hormuz parce qu'il sait qu'il va en sortir avec des pertes, des frappes israéliennes pendant cette guerre de 12 jours, le dernier jour, Trump qui frappe les trois les plus grands centres nucléaires iraniens, mais le sort du régime n'est pas en jeu. Quand le 28 février, États-Unis et Israël ensemble attaquent le régime et évoquent un changement de régime, les dirigeants iraniens se disent, là, peut-être que tout est perdu. Si tout est perdu, on va sortir tout ce qu'on a. Et tout ce qu'on a, pas grand-chose, c'est le blocage d'Ormuz pour la première fois dans l'histoire de la République islamique d'Iran. Donc, dit Chris White, c'est une carte qu'on ne peut jouer qu'une fois, le blocage d'Ormuz. Parce que quand vous l'avez fait, et pas pendant 3 heures, mais pendant plusieurs semaines, c'est un tel coût pour les pays arabes du Golfe en termes de perte de recettes pétrolières et gazières, et c'est un tel coût pour l'économie mondiale qu'on ne va pas permettre que ça se produise une seconde fois. Peut-être pas militairement, mais en tout cas pas déjà économiquement. Et que les Émirats le montrent, d'autres projets d'oléoducs seront menés à bien pour pouvoir contourner Hormuz. Diapo suivante. Donc, ajoute Chris White, il ne dit pas que le Moyen-Orient sera moins important. Il dit qu'Hormuz sera moins important à moyen terme, ça ne se fera pas évidemment en un an, à moyen terme. Le Moyen-Orient restera toujours très important, longtemps en termes de pétrole et de gaz, mais il y aura d'autres routes d'exportation qui seront développées et les Émirats, une fois de plus, montrent l'exemple avec ce deuxième oléoduc qui normalement sera opérationnel l'an prochain en 2027. Septième élément clé, la diversification. Diversification géographique. Et ça se décline en 2 points. Ce point 7 du côté des exportateurs, pays arabes du Moyen-Orient, et le point 8 que nous verrons tout à l'heure du côté des importateurs de pétrole et de gaz. Alors, diversification du côté des exportateurs. Vous avez ici cette diapo, tout est calme. Comme tout est calme, c'est pas le Moyen-Orient, parce que tout n'est pas calme dans cette région. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes au bord du golfe de l'Amérique. Attention, si vous allez voir Trump, ne dites plus golfe du Mexique, hein, je vous rappelle, sinon il sera pas content du tout. Alors, vous avez ici, sur la diapo, un nouveau projet d'exportation de GNL aux États-Unis, au bord du golfe d'Amérique. Quel est le rapport avec mon sujet? On va le voir sur la diapo suivante, immédiatement. Ce projet s'appelle Golden Pass LNG, grand projet de GNL, qui est entré en production fin mars 2026. Qui sont les actionnaires de ce projet? ExxonMobil, pas surprenant, le géant pétrolier américain, et Qatar Energy, le géant énergétique pétrolier et gazier du Qatar, qui a 70% dans ce projet développé aux États-Unis, ExxonMobil n'ayant que, entre guillemets, 30%. Et ce projet est entré en production fin mars.
et a commencé à exporter du GNL en avril, au moment où le Qatar ne pouvait plus exporter 1 mètre cube de GNL du fait des frappes iraniennes sur ses installations au Qatar. Et il ouvre un projet aux États-Unis qui, lui, fonctionne très bien. L'Iran va pas aller attaquer un projet de GNL aux États-Unis. Hein. Ils sont pas fous. Diapo suivante. Les États-Unis, c'est simple, il n'y a pas de détroit d'Ormuz. Hein. Il y a l'Atlantique d'un côté, c'est le cas pour ce projet, il y a le Pacifique de l'autre. Hein. Donc personne ne pourra les empêcher d'exporter du GNL. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des compagnies énergétiques étatiques du Golfe, et les États qui sont derrière, diversification veut dire ne pas mettre tous ces investissements dans nos pays du Golfe, ce qui serait logique, aller vers d'autres pays, dont les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, premier producteur mondial de gaz, premier exportateur mondial de gaz naturel, et qui double tout le monde, Australie et Qatar, Qatar numéro 3 en termes d'exportation de GNL. Donc au moment où ils arrêtent complètement, provisoirement d'exporter du GNL, ils commencent à en exporter à partir des États-Unis, et ils ont 70% dans ce projet. Vous pensez bien que d'autres compagnies étatiques du Golfe, Saudi Aramco, Arabie Saoudite, le ADNOC pour les Émirats Arabes Unis, vont se dire, oui, ce pays-là, vu la puissance qu'il représente, première puissance du monde, on va pas aller l'attaquer, ce serait bien d'aller investir quelques milliards ou plusieurs ou beaucoup. Le projet que vient de montrer, c'est 10 milliards de dollars d'investissement dans ce pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diversification du côté des importateurs. Vous importez du pétrole et du gaz, ce qui est le cas de la plupart des pays de la planète. Hein. La plupart des pays européens, la plupart des pays asiatiques, beaucoup de pays dans le reste du monde. Les pays producteurs de pétrole et de gaz sont une petite minorité sur les plus de 200 pays dans le monde, quelques dizaines. Les autres importent. Le raisonnement, Hormuz n'avait jamais été bloqué. L'Iran le disait, je vais le faire, je vais le faire. Pour une fois, il l'a fait et ça dure depuis des semaines. Donc, en termes de, je dirais, géopolitique, la prime de risque géopolitique pour le pétrole et le gaz exportés du Moyen-Orient, cette prime augmente depuis le 1er mars. Et à l'inverse, d'autres pays exportateurs, d'autres régions exportatrices vont bénéficier d'une prime géopolitique, prime dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est plus favorable. Parce que eux, il n'y a pas de détroit d'Ormuz. Alors on pense à qui? La Russie, et le problème c'est que la guerre en Ukraine. Sanctions européennes, l'Europe ne veut plus de pétrole, de gaz russe, de charbon russe, donc c'est terminé. Enfin, sur le marché européen. Mais l'ex-URSS, il n'y a pas que la Russie. Azerbaïdjan, Kazakhstan, pays pétroliers et gaziers. On va dire, ces pays-là, ils sont sympathiques. Parce qu'ils ils sont pas la Russie, donc c'est pas la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de sanctions. Et ils ont pas le détroit d'Ormuz bloqué, puisqu'ils sont pas à Hormuz, ils sont pas au Moyen-Orient. L'Amérique du Nord, avec en tête États-Unis, Canada. Remarquez qu'entre parenthèses, États-Unis seront parmi les grands bénéficiaires de cette guerre. Hein. Sur le plan énergétique, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait ça exprès, mais c'est clair. Canada aussi, Canada, quatrième producteur mondial de pétrole. Hein. L'Amérique du Sud, un pays comme le Venezuela qui va mal, mais dont Donald Trump a pris le contrôle au début de l'année pour relancer sa production pétrolière. Le pays qui a les plus grosses réserves pétrolières prouvées du monde. Donc, il y a des gens qui sont en train de se dire, dont l'Inde, ils sont en train de négocier avec le Venezuela pour plus de pétrole vénézuélien pour éviter Hormuz, en tout cas en partie. Le continent africain, Afrique Nord, Afrique subsaharienne. Donc, ces pays-là ont un atout majeur à jouer. N'oubliez pas qu'en géopolitique, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est triste, c'est injuste, c'est affreux, mais c'est ça, la géopolitique. Ces pays-là ont une carte à jouer dans le moyen et dans le long terme. Et quand on a des cartes, il faut bien savoir les jouer. Ils pourront en profiter parce qu'on dira, ces pays-là, on a intérêt à aller plus vers eux parce qu'il n'y aura pas de blocage d'Ormuz, il n'y aura pas de guerre en Ukraine, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. Avant-dernier point, pardon, les prix du pétrole beaucoup plus élevés que cela aurait dû être le cas en 2026. Début de l'année 2026, on va prendre un graphique qui vient après, pas celui-ci, le suivant et encore le suivant, voilà. Vous avez les prix du pétrole Brent de la mer du Nord depuis la fin 2025, début 2026. On était sur des prix très bas. On était sur un Brent de la mer du Nord autour de 60 dollars par baril. Fin 2025, début 2026. Et ça devait continuer en 2026. Pourquoi? Parce que sur le marché pétrolier mondial, nous avions un excédent de l'offre sur la demande. Donc ce n'est pas une blague, ça paraît une provocation, mais on devait avoir une année 2020 avec des prix plutôt bas. Sauf qu'il y a quelque chose qui a tout changé là.
Là, c'est le 28 février 2026. Et depuis, on est monté en flèche, et depuis, on est en gros entre 100 dollars et 126 dollars par baril. Donc ça change complètement tout. Mais je vous promets que normalement, on aurait eu une année avec des prix du pétrole bas, du fait de l'abondance de l'offre sur la demande, et tout ça a été cassé par le blocage d'Ormuz, parce qu'évidemment, cette offre abondante, elle ne peut plus sortir d'Ormuz, en partie, avec les voies de contournement qu'on a vues. Donc je reviens un petit peu en arrière sur le texte, voilà, merci beaucoup. Mais donc, ça change complètement la donne, et ça change la donne pour l'économie mondiale. On devait avoir une année avec des prix du pétrole bas, c'était bon pour l'économie mondiale, des prix du gaz relativement bas, tout ça est bouleversé. Donc, la crise a changé la situation du marché. On est passé de prix relativement bas à des prix élevés, et sans doute encore pour plusieurs mois. Ça dépend de combien de temps Hormuz va être bloqué, évidemment. Plus ça dure, plus les prix resteront élevés longtemps. Et deuxième point, risque de pénurie mondiale de pétrole. Quand on a un problème comme ça, la première réaction, c'est les prix flambent sur les marchés. Les marchés, c'est terriblement réactif. L'Iran bloque Hormuz, une heure après, les prix du pétrole ont flambé sur les marchés à Londres, New York, Singapour, Tokyo, etc. Et ensuite, c'est le problème des quantités. Pour l'instant, la pénurie, elle commence en Asie. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on parlera de l'Asie tout à l'heure, parce que dans les dernières années, 80-90% du pétrole et du gaz passant par Hormuz était importé par des pays asiatiques. Donc une proportion énorme. Et ces pays-là, très rapidement, sont pour partie pris à la gorge. Et donc, outre qu'ils sont pénalisés, comme le monde entier, par la flambée des prix, ils commencent à dire, là, il va falloir rationner, prendre des mesures pour. En Europe, on n'est pas touché par ça. Mais comme l'a rappelé récemment le PDG de Total Energies, qui lui a pas volé que des amis, si le blocage d'Ormuz continue pendant plusieurs semaines, l'Europe ne sera pas épargnée. On approche de l'été, même si en ce moment-là, on avait un temps plus qu'estival, mais on est encore au printemps normalement. Mais en été, saison de vacances, donc déplacement en voiture, en avion. Donc augmentation de la consommation de carburants pétroliers, automobiles et aériens. Derrière tout ça, c'est du pétrole. Donc vous avez forcément en été, pour des raisons évidentes, saisonnières, une forte augmentation de la consommation pétrolière. Et si en été, Hormuz est toujours bloqué, vous avez une offre qui reste bloquée au Moyen-Orient. Donc avec une consommation qui augmente et une offre qui diminue, ça veut dire quoi en clair? Pénurie. Insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Et là encore, tout ça n'aurait pas dû se passer, puisque normalement, on avait une abondance, surabondance d'offres sur le marché pendant toute l'année 2026, toute l'année. Sauf que tout ça a changé. Et maintenant, je vous propose d'aborder les conséquences sur les questions agricoles. Et pour ça, je vais demander à Jérémy Deniol d'intervenir pour nous faire part justement de ces conséquences, alors qu'ils sont un peu moins connus, me semble-t-il. On en parle un peu moins, mais l'importance est absolument colossale. Donc, votre intervention est très attendue. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir à l'IREMO. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous ce soir. Croyez bien que c'est indépendant de ma volonté. Alors, je vais essayer de vous présenter mes quelques slides. C'est bon. Vous voyez, ouais? On les voit. Super. Du coup, oui, alors on va revenir très rapidement sur pourquoi le blocage d'Ormuz, c'est aussi une question agricole et in fine alimentaire. C'est très bien que Francis ait pris la parole en premier, puisque il a dressé tout le panorama de ce qui est en train de se passer à Hormuz depuis février, donc j'ai pas forcément besoin de revenir dessus. On va se concentrer vraiment sur les questions agricoles et alimentaires. Et la première chose à dire avant même de s'intéresser au sujet qui nous préoccupe ce soir, c'est-à-dire l'actualité autour de la guerre au Moyen-Orient, c'est quand même de dire et de faire ce rappel que l'agriculture essentiellement et l'agriculture moderne, je parle donc telle qu'on la conçoit depuis la seconde moitié du XXe siècle, c'est un système de conversion d'énergie. À deux titres, puisque lorsqu'on est agriculteur, il faut déjà nourrir ses tracteurs quand on en a. Donc ça passe par du carburant, donc du pétrole.
Donc là, on voit très bien déjà directement le lien très direct entre une crise énergétique et une crise agricole. C'est sur les coûts de production des matières premières agricoles. Et la deuxième chose, et c'est ce qui nous intéresse un peu au premier chef aujourd'hui dans le cas de la guerre au Moyen-Orient, c'est la question des intrants. Alors les intrants, on a trois grands types d'intrants, hein. On a les intrants, les engrais azotés, qui sont les plus importants, je vais revenir dessus. On a les engrais phosphatés et on a les engrais potassiques. Alors, on va se concentrer vraiment sur les engrais azotés, qui sont un peu les plus utilisés dans le monde. Alors, je vous mets sur cette slide quelques chiffres, mais c'est vraiment des indications très théoriques, parce qu'en fait, c'est assez difficile de quantifier les choses. Mais ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que ces trois familles d'engrais sont tous les trois indispensables pour le développement des plantes, et ce, à différents stades de, euh, de la campagne. Pour ce qui est de l'azote, c'est vraiment un besoin qu'on a pour les agriculteurs chaque année. C'est-à-dire que vraiment chaque année, au moment du printemps, on doit mettre l'azote pour fertiliser les sols, permettre donc, premièrement, d'avoir des rendements acceptables sur une parcelle la plus réduite possible. C'est ce qu'on appelle de l'intensification verticale en agriculture, hein, c'est d'augmenter les rendements sur le moins de parcelles possible. C'est ce que les engrais, particulièrement les engrais azotés, ont permis d'obtenir, hein, durant la révolution verte dans les années 60-70, qui s'est traduit notamment par une intensification en termes de l'usage d'engrais azotés. Et la deuxième chose, au-delà des rendements, ça dépend les céréales, mais là je vais évoquer le cas du blé, hein, qui est un peu la céréale, un peu maître étalon quand on regarde les marchés des matières premières agricoles. Ça va permettre d'avoir l'apport en azote, d'avoir un bon taux de protéines pour le blé. Et ce taux de protéines va définir ce que vous faites de votre blé, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez l'exporter, est-ce que vous pouvez en faire du pain, ou est-ce que ça va finir en blé fourragé, c'est-à-dire qu'il va coûter beaucoup moins cher, c'est-à-dire qu'il va partir notamment pour l'alimentation, pour le bétail, etc. Donc l'azote permet d'avoir un taux protéines assez élevé, donc on va dire très schématiquement un blé de qualité qu'on va pouvoir exporter plus facilement. Donc, quand on se concentre sur les engrais azotés, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une rupture technologique très importante dans le monde des fertilisants, qui s'est produit à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est la découverte, on va dire, du procédé Haber-Bosch, qui permet de fixer l'azote dans l'air pour l'utiliser dans un procédé industriel qui va permettre, grâce à du gaz naturel, et c'est donc là qu'on va voir les liens avec ce qui se passe aujourd'hui à Hormuz, de faire de l'ammoniac, grâce auquel ensuite on va faire des engrais, ce qui va permettre donc de nourrir les plantes. Le gaz naturel, donc je le mets, hein, sur le graphique, il représente grosso modo, et bien sûr ça peut être très variable selon les situations et le pays où on se trouve, l'industrie, etc. Mais on va dire qu'il fait vraiment, c'est l'intrant principal pour les engrais azotés, notamment l'urée, hein, qui est l'engrais azoté le plus utilisé parmi les engrais azotés. Et ça, le gaz naturel, il fait à lui seul 60-80% du coût de production global des engrais azotés. Bon, ce graphique, alors ce schéma peut faire un peu peur à première vue, et je vais aller assez rapidement dessus. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les engrais azotés, on estime qu'ils font partie d'un nexus, c'est-à-dire d'un système au sein duquel on a des boucles de rétroaction. Les différents éléments du nexus communiquent entre eux, c'est-à-dire que si on impacte un élément du nexus, on va impacter obligatoirement les autres. Et autour des engrais azotés, on a donc ces quatre éléments très importants. Donc l'énergie, les ressources, comme je l'ai dit, c'est le principal intrant pour réaliser des engrais azotés. L'environnement ensuite, puisque les engrais azotés, comme je l'ai dit, permettent de maintenir des rendements élevés sur des surfaces moindres. Mais le problème à côté de ça, c'est que une intensification en engrais azotés trop importante va aussi appauvrir les sols et créer un phénomène de désertification. Ce phénomène de désertification, évidemment, qui réduit les surfaces arables, et ça, on le voit dans plein de pays, notamment en Égypte, qui est le pays où on utilise le plus d'engrais azotés par hectare très largement.
puisqu'on va avoir une diversification, on va avoir tendance à utiliser plus d'engrais pour compenser. Et là, vous voyez la logique un peu nocive qui va se mettre en place. Ensuite, on a donc le climat et les changements climatiques, hein, puisque évidemment le fait de faire des engrais azotés qui reposent sur des énergies fossiles, c'est un procédé industriel qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et ensuite, la sécurité alimentaire. Comme je l'ai dit depuis le début, l'intensification en engrais azotés qui s'est produite surtout depuis les années 50 puis 60 dans les pays du Sud a permis quand même d'assurer la sécurité alimentaire de millions de personnes en intensifiant les céréales qu'on peut produire sur une surface limitée et dans des régions où on a des problèmes parfois de disponibilité foncière. Par exemple, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, hein, à tout hasard, les engrais, c'est vraiment extrêmement important pour stabiliser la sécurité alimentaire mondiale. Et dans un cas comme aujourd'hui, dans un monde où on échange énormément de matières premières agricoles sur les marchés mondiaux, de la même manière, quand on est un agriculteur en Inde et qu'on produit du riz, le riz est une céréale qui demande beaucoup d'engrais azotés, hein, tout comme le blé et le maïs, c'est trois grandes cultures de base. Euh, les rendements vont être importants parce qu'on va exporter in fine du riz, notamment vers l'Afrique de l'Ouest, où il va à son tour contribuer à la sécurité alimentaire de la région. Donc vous voyez qu'il y a des effets en cascade assez rapidement qu'on retrouve autour des engrais azotés. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus sur l'actualité qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, Francis l'a bien dit, le détroit d'Ormuz, il voit passer chaque année, avant le conflit, 20% du commerce mondial de pétrole, un cinquième du gaz naturel liquéfié mondial. Et pour ce qui est de l'urée, donc cet engrais azoté dont tout le monde, dont on parle beaucoup depuis février, c'est 35% du commerce mondial qui passe par Ormuz. Puisque évidemment la géographie des engrais azotés, des grands producteurs d'engrais azotés dans le monde est largement calquée sur la géographie du gaz naturel liquéfié, puisque c'est l'intrant principal qui permet la production d'engrais. Donc, on a au Moyen-Orient, dans le Golfe, des grands exportateurs d'urée hein, qui transforment directement le gaz naturel liquéfié dans des usines sur place pour ensuite exporter l'urée. On a également, c'est le cas pour l'Inde par exemple, des exportations de gaz naturel liquéfié du Moyen-Orient qui vont dans des usines qui font des engrais à l'étranger, donc notamment en Inde. Qui est l'un des pays qui importe le plus d'engrais et dont une grande partie des importations de gaz naturel liquéfié en provenance du Moyen-Orient servent également à produire des engrais sur place. C'est aussi le cas, par exemple, pour l'Égypte, hein, j'en parlais à l'instant. Et donc, la crise au Moyen-Orient, évidemment, a fait exploser, tout comme ce qu'on a vu sur le pétrole, les coûts de l'urée, qui ont pris grosso modo x2 entre février et mars-avril. Donc, c'est absolument énorme. Alors, je compare un peu sur cette slide avec ce qu'on a connu en 2022 avec la guerre russo-ukrainienne, puisque c'est un moment où les marchés des fertilisants avaient également flambé puisque la Russie est un des grands exportateurs mondiaux d'urée, puisque c'est un grand pays gazier également. Et donc, les niveaux de prix avaient atteint des niveaux jusqu'alors jamais vus hein, en 2022. Et la grande différence avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Hormuz, c'est que contrairement à la guerre russo-ukrainienne où on avait quand même parmi ces deux belligérants deux grands agro-exportateurs que sont l'Ukraine et la Russie, hein, en termes de blé, de maïs, de tournesol, etc. Ils font partie assez régulièrement du top 5 des plus grands exportateurs de matières premières agricoles. Donc dès le début du conflit avec le blocus de la mer Noire, on avait vu une flambée des prix des céréales. Pour ce qui est d'Ormuz, on n'a pas de flambée des prix des céréales, on n'a pas de flambée des prix des grains de manière générale, tout simplement parce que c'est pas des pays qui produisent et qui exportent encore moins des céréales et des matières premières agricoles. On est vraiment sur un choc donc énergétique et engrais. Euh, les fondamentaux de marché, tout comme pour le pétrole d'ailleurs au début de l'année, notamment en blé, sont ce qu'on dit, assez lourds, c'est-à-dire que les prix sont relativement bas. Aujourd'hui, pour le blé, on est à peu près à 200 € la tonne,
si on en parle à un agriculteur des années 90, il va avoir les yeux ronds parce que c'est énorme. Mais selon les standards qu'on a ces 10, 20 dernières années, c'est un prix relativement bas en réalité, parce qu'il y a une offre mondiale qui était abondante. On a eu des grosses récoltes et on a des stocks en blé qui sont assez importants sur toute la planète. Donc les prix des céréales n'ont pas augmenté. Les prix des intrants, eux, ont explosé, ce qui crée une sorte d'effet ciseau sur certains agriculteurs qui ont besoin d'exporter une partie de leur production, mais qui doivent le faire à des prix qui ne vont pas les rémunérer en fait. Et donc c'est là qu'on arrive à cette idée du fait que Hormuz, contrairement à la guerre russo-ukrainienne où vraiment on avait un choc agricole qui était direct, imminent, avec des risques de famine très clairs, notamment en Afrique, puisque c'est l'un des continents qui exporte beaucoup depuis l'Ukraine et Moyen-Orient pour ce qui est des céréales. Pour Hormuz, on est vraiment sur un choc différé. C'est-à-dire que on a les fertilisants qui explosent, les céréales non. Les fertilisants, on en a besoin au moment du printemps. Je vais revenir un petit peu après aussi sur ce qui se passe en Asie, etc. Pour le riz. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les effets vont être diffus en fait, notamment jusqu'à la prochaine campagne, parce que les agriculteurs, au moment où ils choisissent ce qu'ils vont faire de leur parcelle, est-ce qu'ils vont faire du blé, est-ce qu'ils vont faire une jachère, c'est les choix en termes de fertilisation, c'est-à-dire combien d'azote je vais mettre par hectare, se font au moment des semis, c'est-à-dire bien avant, bien en amont. C'est le moment où l'agriculteur doit faire son bilan économique pour dire, voilà, je vais utiliser tant d'azote, j'aurai normalement, sauf choc climatique, etc., en rendement de temps, donc je vais avoir une rémunération de temps. C'est à ce moment-là qu'on fait les choix. C'est très difficile en cours de campagne de dire l'azote a explosé au cours de la campagne, donc je dois limiter la fertilisation, surtout que ça signifie des rendements moindres, ça signifie des céréales de moins bonne qualité, pour le blé, comme je l'ai dit, moins de protéines. Ça peut signifier donc en Asie, pour le riz, des rendements moins importants. Et donc on a tous ces problèmes qui sont vraiment des problèmes très différés. Voilà, vraiment sur les problèmes agricoles et de sécurité alimentaire liés à Hormuz, c'est vraiment assez différé. D'ailleurs, la FAO a sorti un rapport il n'y a pas très longtemps pour dire que voilà, sur les 6 prochains mois et les 12 prochains mois, euh, c'est à ce moment-là qu'on va voir en fait les vrais impacts en termes de sécurité alimentaire d'Hormuz. Donc ça, c'est la grande chose à dire, c'est vraiment sur ce timing, en fait, l'agriculture répond à des temporalités qui sont exigeantes et qu'on peut pas vraiment modifier. Et je voulais terminer quand même sur cette idée que on a quand même sur les marchés agricoles alimentaires depuis le début des années 2000, en gros, une succession de crises hein, qui se voit très bien, comme vous le voyez sur ce graphique, dans le prix, notamment des fertilisants, mais aussi des matières premières agricoles. Et on a, en conséquence de cela, une compétition de plus en plus claire sur les ressources, et notamment les ressources d'engrais. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. On peut remonter jusqu'au 19e siècle si on veut. Je vais pas le faire, je vous épargne ça. Mais on peut remonter jusqu'au 19e siècle avec la guerre du Pacifique, notamment, où on voit que les engrais azotés sont déjà au cœur d'enjeux de pouvoir pour le contrôle de ces ressources qui sont élémentaire, extrêmement importante pour l'agriculture moderne, l'agriculture mondiale. Il faut vraiment mettre l'emphase sur cela. Et on remarque avec la brutalisation des relations internationales, cette idéologie, on va dire, un peu néo-mercantiliste qui est en train de prendre le dessus aux États-Unis, qu'on veut faire main basse sur les ressources et notamment les arsenaliser. C'est le cas de la Russie, hein, elle le fait à la fois avec ses céréales, mais également avec ses intrants. C'est un moyen de peser dans les relations internationales et dans la géopolitique. Et donc, j'en arrive un peu à l'un de mes derniers points, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une crise bon, actuelle, mais également en devenir hein, sur la sécurité alimentaire. Ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est quels vont être les choix politiques des plus grands exportateurs mondiaux d'engrais azotés, notamment la Chine. J'y reviendrai un petit peu, mais je vais pas trop prendre le pas sur la présentation de Camille.
Mais la Chine, qui est devenue l'un des grands exportateurs d'engrais azotés depuis 2021-2022, a mis en place des quotas d'exportation qui eux-mêmes ont effectivement un impact sur le prix mondial. La Russie a effectivement mis aussi en place des quotas d'exportation sur ces engrais azotés pour protéger son marché intérieur et ses agriculteurs. Et ça, on remarque que ça participe à une plus grande volatilité sur les marchés mondiaux des fertilisants. Donc, on a un pouvoir, on va dire, un poids assez démesuré du côté des exportateurs, qui sont une petite poignée, face à des importateurs qui sont en manque cruel et en besoin élémentaire très strict de fertilisants. Et je reviendrai peut-être après un peu dans les questions sur la situation de certains pays asiatiques, que ce soit l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie, etc., qui sont dans des situations assez compliquées aujourd'hui à cause de la guerre au Moyen-Orient. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, on pourra en discuter pendant les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation et qui donne des éléments très concrets, justement, de ces conséquences de ce détroit d'Ormuz sur les questions alimentaires et agricoles. J'avoue que moi, j'ai appris beaucoup de choses et surtout, vous avez fait une formidable transition avec la présentation de Camille Brugier, qui est donc spécialiste de la Chine. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur ce que fait la Chine dans cette guerre, sa position, est-ce qu'elle engrange le bénéfice, comment elle gère tout cela. Et donc, on a vraiment besoin de vos lumières pour comprendre quelle est la stratégie chinoise. Donc, merci beaucoup aussi à vous d'être présente ce soir pour nous éclairer sur ce point précis et qui est vraiment un point pour lequel on a besoin de vos lumières. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, c'est parfait. Oui, c'est parfait, très bien. Donc du coup, en fait, là, on va décentrer un petit peu la discussion et essayer de regarder le détroit d'Ormuz, mais plus globalement, en fait, le Moyen-Orient vu de Chine. Et en fait, je voudrais aborder 3 points. Le premier, c'est l'intérêt économique de la Chine dans la zone et pourquoi, en fait, elle a tout intérêt à voir réouvrir le détroit d'Ormuz. Le deuxième intérêt, la deuxième question, parce qu'on m'a demandé d'aller au-delà du conflit, donc c'est pourquoi est-ce que la Chine cherche vraiment la stabilité politique des États dans la zone et en particulier de l'Iran. Et mon troisième point, ça sera en fait comment est-ce que la Chine joue le jeu de la concurrence avec les États-Unis. Parce qu'on le sait, en fait, le Moyen-Orient, enfin aujourd'hui il y a une guerre, voilà, mais c'est un lieu vraiment de grande conflictualité. Et donc, du coup, c'est un lieu où vraiment le G2 s'affronte. Hein. C'est-à-dire que les États-Unis, on attend de voir ce que va faire la Chine, on attend de voir ce que va faire les États-Unis. Et la Chine, aujourd'hui, si on regarde vraiment très clairement, on voit qu'elle ne fait pas grand-chose. Et en fait, pour moi, le détroit d'Ormuz, ça montre vraiment que la Chine, elle utilise d'autres outils. Elle utilise d'autres outils pour plein de raisons, mais en fait, elle ne fait pas du tout rien. Et mais pour autant, le fait qu'elle n'utilise pas l'outil militaire, en fait, la met un petit peu à côté ou en fait, créer un autre type d'acteur que celui qui est les États-Unis. Donc, pour commencer, donc je vais essayer de pas trop marcher sur les plates-bandes de mes collègues qui ont fait un excellent travail avant, mais du coup, je vais juste parler un tout petit peu de l'intérêt économique de la Chine dans la zone. Donc, déjà, la Chine, c'est assez intéressant parce que bien sûr, elle dépend du pétrole brut qui passe par Hormuz, en fait, évidemment, mais elle en dépend en fait assez peu en soi par rapport à d'autres économies. En fait, le mix énergétique de la Chine, il est dominé par le charbon, vraiment de façon assez conséquente. Et en fait, le pétrole vient en second, mais il a une part qui est moins importante que dans d'autres économies, comme par exemple l'économie française. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la Chine, depuis les années 2010 à peu près, elle a très grandement diversifié en fait ses importations de pétrole brut. Et aujourd'hui, parmi les 3 grands fournisseurs de la Chine, on a la Russie en premier avec un peu plus de 17%. On a ensuite l'Iran et en troisième, on a l'Irak. Donc, effectivement, sur les 3 premiers exportateurs de pétrole vers la Chine, on a l'Iran et l'Irak qui sont tous les deux en fait impactés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la Chine, ça représente quand même que à peu près 25% de ses importations de pétrole brut. Et il faut savoir aussi qu'elle a beaucoup de réserves. Après, ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a pas beaucoup, comme ça a été dit dans la première présentation, elle n'a pas beaucoup d'alternatives.
C'est-à-dire que les pipelines qui viennent de Russie, elles sont à capacité complète quasiment. La Russie n'a pas beaucoup de tankers disponibles pour acheminer en fait du pétrole brut par voie maritime, enfin en tout cas augmenter ses fournitures vers la Chine. Donc du coup, quand même, elle est un peu coincée. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand même l'énergie de laquelle elle dépend le plus, ça reste le charbon. Et le charbon, elle le produit en interne. Le deuxième élément, c'est que la Chine, et ça a été dit, hein, une des conséquences qui pourrait venir en fait de cette crise, c'est de se dire qu'en fait, il faut accélérer la transition énergétique et aller vers plus d'énergie renouvelable. Et ça, la Chine, elle l'a très, très, très bien compris. Et en fait, elle est en train d'électrifier tout à vitesse grand V. Il faut voir, par exemple, ça a été dit, il y a une augmentation en fait de la vente des véhicules électriques en Europe. Aujourd'hui, c'est à peu près un véhicule sur 5 qui est électrique, qui est vendu en Europe. En Chine, on est déjà à plus d'un sur 2. Donc dans la consommation des ménages, mais il y a aussi, enfin, le plan quinquennal, le nouveau plan quinquennal chinois qui a été voté en mars. Il parle d'électrification majeure de quasiment tous les secteurs de l'industrie et du transport. Donc, du coup, assez rapidement, en fait, la Chine, elle souhaite, et c'est un vœu depuis qui est pas nouveau, hein, mais elle souhaite vraiment laisser tomber les hydrocarbures le plus vite possible. Et en fait, son idée derrière, c'est tout simplement de ne pas être dépendante des autres et de ne pas se retrouver dans la situation actuelle avec des problèmes d'approvisionnement. Mais il faut savoir que, en fait, malgré le fait que la Chine est dépendante en fait de ce détroit d'Ormuz, elle est moins que d'autres économies et particulièrement la nôtre. Pour autant, c'est quand même cette crise a un impact conséquent sur la Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Chine, elle est très impactée par le fait que nous sommes impactés. Par exemple, nous, on est l'Europe, on est le premier marché d'exportation des produits chinois. On représente à peu près 15% de ces exportations au total, ce qui est assez colossal. Et en fait, nous, on subit une hausse des prix, une pression inflationniste qui va faire que globalement, en général, quand il y a ça, il y a une baisse de la demande pour les produits. Et donc, du coup, la Chine va perdre en revenus des exportations. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine, le premier levier de revenus pour elle, de son PIB, c'est les exportations avec les investissements dans les infrastructures, donc l'argent qu'elle dépense elle-même, mais elle n'a pas trop d'autres leviers à prendre. Donc du coup, en fait, elle est quand même extrêmement dépendante du fait que nous achetons ces produits. Et si on n'est pas en capacité d'acheter ces produits, soit parce que tout d'un coup, ils coûtent trop cher à cause du coût du transport, par exemple, parce que le prix du pétrole augmente, bah, du coup, elle va se retrouver en difficulté. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle exerce quand même une pression assez importante pour que ce détroit d'Ormuz se réouvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a essayé en fait d'aborder la question avec les deux acteurs principaux qui sont les États-Unis et l'Iran. Et en fait, c'est la question de la croissance chinoise, c'est quand même le nerf de la guerre, parce que la Chine aujourd'hui, elle a une croissance qui baisse, qui est tout à fait normale parce que l'effet de rattrapage arrive à son terme, hein. Mais en fait, quand même, elle est dépendante de cette croissance pour que sa population la considère toujours comme légitime, et notamment qu'elle considère toujours que le parti est légitime à exercer son pouvoir sans élection. Donc du coup, le fait que la croissance chinoise dépende autant de ces exportations et que ces exportations risquent très fortement d'être impactées par le prix, enfin l'augmentation du prix des hydrocarbures, c'est très conséquent pour la Chine et c'est la raison pour laquelle on l'a vu un petit peu paniquer particulièrement au début. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie raison, elle est indirecte. On n'est pas sur un problème, enfin, il y a un problème d'approvisionnement, mais ce problème d'approvisionnement n'est pas le souci majeur de la Chine. Le souci majeur de la Chine, c'est la crise économique potentielle qui peut en découler, notamment sur les marchés européens. Il y a un deuxième intérêt de la Chine pour la zone, et en fait, c'est la stabilité de la zone en général et particulièrement la stabilité politique. Ce qui est intéressant entre la Chine et l'Iran, c'est qu'on a vu depuis quelques années quand même la Chine construire une relation assez intense avec l'Iran. Il faut savoir que l'Iran fait partie je cite, des relations stratégiques de la Chine, donc c'est un vocabulaire très particulier. Il y a une période, l'Union européenne faisait partie des relations stratégiques de la Chine, mais ce n'est plus le cas. Mais aujourd'hui, l'Iran en fait partie. Et en fait, pour la Chine, c'est pas vraiment préférer un régime par rapport à un autre, c'est préférer le régime qu'elle pense être en capacité
d'assurer la stabilité de la région. Et pour elle, en fait, le gouvernement en place aujourd'hui en Iran est le seul, en fait, elle a peur du chaos de la zone. Et elle a peur, en fait, du chaos de la zone, tout simplement parce que elle estime, elle n'a pas envie de se faire appeler, en fait, dans une guerre qui deviendrait mondiale, qui l'opposerait aux États-Unis et qui l'éloignerait de ses ambitions nationales et régionales, dans le sens où la Chine aujourd'hui est vraiment tout entière concentrée à son objectif de faire revenir Taïwan à la Chine et à être la puissance qui fait la pluie et le beau temps, en fait, en Asie. Donc, du coup, clairement, il y a le choix chinois, en fait, de continuer cette relation avec l'Iran, c'est vraiment, pour elle, le choix de la raison. C'est vraiment un choix pragmatique pour que la zone reste stable dans son ensemble. Après, quand on regarde bien, en fait, on se rend compte que pendant très longtemps, en fait, le discours, ça a quand même été que la Chine et l'Iran étaient très proches. Or, moi, je trouve que le soutien de la Chine est quand même un peu limité, dans le sens où je trouve qu'elle fait pas grand-chose. Par exemple, je trouve que même si c'est symbolique, le soutien apporté à la Russie dans les paroles de la Chine dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine est beaucoup plus fort que ce qu'on peut voir avec l'Iran. L'Iran, j'ai un peu l'impression que elle l'a un peu pas laissé tomber, hein, parce que elle est toujours là, dans le sens où elle continue les relations diplomatiques, il y a toujours des discussions qui sont faites, mais globalement, on n'a pas un soutien à toute épreuve comme ce qu'on aurait pu attendre. Le troisième intérêt de la Chine dans la zone, c'est vraiment la question symbolique, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va réagir aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle va faire et comment est-ce que ça, en fait, ça la met dans une position symbolique de supériorité ou d'infériorité par rapport à son concurrent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la Chine s'implique peu, comme je l'ai dit, hein, elle soutient assez peu l'Iran, par exemple, pour plein de raisons, y compris pour le fait que pendant longtemps, pendant 10 ans à peu près, elle a construit des relations diplomatiques dans la zone. Elle a essayé d'être copain avec tout le monde, en fait. Et donc, du coup, soutenir de façon très forte l'Iran, ça veut aussi, c'est potentiellement mettre à mal ses relations avec d'autres États dans la zone avec qui elle a des relations qui sont aussi importantes pour elle. Et en fait, le problème de ça, c'est que ça nuit à la crédibilité de la Chine comme alliée. Dans le sens où, en fait, il y a pas mal de pays qui pensaient vraiment que l'Iran allait être soutenu par la Chine. Et aujourd'hui, on voit que voilà, le soutien, s'il existe, est quand même très, très limité. Et donc, du coup, la Chine qui n'arrête pas d'avoir un discours sur la coopération sud-sud, sur le soutien entre pays en développement, enfin, les relations gagnant-gagnant, du coup, ça perd un petit peu en crédibilité, ce discours-là. Et du coup, ça la met dans une situation qui est assez inconfortable. Après, ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, justement, elle développe une présence dans la zone, dans le conflit, qui n'est pas traditionnelle, dans le sens où, évidemment, elle a décidé de ne pas intervenir dans le conflit, c'est clair, et en fait, si elle peut l'éviter, elle n'ira pas, ça c'est très clair. Mais par contre, on la voit prendre de l'assurance sur d'autres outils, en particulier les outils économiques. Comme vous l'avez vu, sur l'Iran, la Chine, elle a décidé que les sanctions américaines, elle n'allait pas les appliquer, par exemple. Donc ça, c'est très particulier. C'est quand même assez frontal. C'est une façon de dire, en fait, l'extraterritorialité du droit américain, maintenant, c'est terminé pour moi. Et sur ce conflit, en l'occurrence, je ne céderai pas aux sanctions. Alors qu'elle l'a fait dans une certaine mesure, par exemple, sur le conflit russo-ukrainien. On la voit aussi, le Moyen-Orient, c'est assez intéressant parce que c'est, par exemple, au sein de l'ONU, au Conseil de sécurité, c'est l'endroit où la Chine a le plus apposé son veto ou mis des menaces de veto, en particulier sur la Syrie. Et en fait, on voit que ça, c'est la continuité de cette politique-là. En fait, le fait de décider de pas intervenir militairement, mais par contre faire jouer de tout son poids, continuer à se fournir en Iran, par exemple, continuer à dire je vais continuer à acheter iranien, alors que même les Américains disent qu'ils vont sanctionner ce genre de comportement. Et la dernière chose, et je pense que du coup il va y avoir des développements à l'automne, c'est que l'automne dernier, la Chine a mis en place en fait elle a décidé que les terres rares
n'était exporté que sous licence. Ça veut dire qu'il faut une licence spécifique pour que la Chine puisse exporter des terres rares. Et en fait, ça s'applique à tous les importateurs. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez colossal. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de terres rares, il faut une licence qui est accordée par le ministère du commerce chinois, comme quoi on est un acteur fiable, en fait, et qu'on peut exporter vers nous. Et il faut savoir que les terres rares et les métaux critiques, en fait, on en a besoin dans à peu près tout ce qui est un petit peu électrifié. Donc, en fait, la Chine, elle a mis elle a une capacité de veto. Aujourd'hui, cette mesure-là, elle est levée. C'est-à-dire que elle existe, mais elle n'est pas appliquée. Et en fait, elle doit à nouveau se réappliquer au mois de novembre. Et en fait, je suis certaine que la Chine elle va utiliser ça pour faire réouvrir Hormuz si ça continue trop longtemps, puisque les États-Unis ne peuvent pas se permettre en fait de ne pas avoir accès, en tout cas pour le moment, à ces éléments chinois pour sa propre industrie. Et donc, du coup, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce conflit-là et dans cette zone-là, c'est qu'on voit la Chine déployer quand même un nombre d'outils économiques assez importants pour asseoir sa position. Et en fait, qu'à aucun moment, en fait, elle ne menace ou elle ne dit qu'elle va rentrer dans le conflit ouvertement, en tout cas d'un point de vue militaire. Donc voilà, pour conclure et pour vraiment faire un petit rappel sur ce que je viens de dire, pour moi, le détroit d'Ormuz, il y a trois intérêts: la stabilité politique, particulièrement de l'Iran. Il y a la question économique indirecte, c'est-à-dire le fait que la Chine veut absolument que le détroit réouvre, tout simplement parce que ça a un impact sur ses acheteurs. Et en dernier lieu aussi, le côté symbolique, c'est-à-dire qu'on voit la Chine en fait déployer un nouvel arsenal autour de ce conflit. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette dernière intervention, extrêmement intéressante également. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est si vous avez entre vous envie de rebondir, Jérémy ou Francis ou Camille, sur les interventions des uns et des autres, mais je vais quand même profiter de ma position pour tout de suite poser une question à Camille. Est-ce que dans cette relation entre la Chine et l'Iran autour d'Ormuz, est-ce que la Chine a un dialogue avec les pays arabes du Golfe pour tenter de trouver une solution? Comment on pourrait qualifier la relation aujourd'hui de la Chine avec les pays du Golfe? Alors déjà, je tiens à préciser que je suis pas du tout spécialiste de cette zone. D'accord. Donc, du coup, mes connaissances sont relativement limitées, mais ce qui est certain, c'est que la Chine, en ce moment, elle a une activité diplomatique hyper importante. Donc, effectivement, il y a des discussions en cours avec les pays du Golfe. Et les pays du Golfe, souvent, il y a eu une rencontre dernièrement où, en fait, vraiment, ils ont demandé à la Chine quelle était sa position. Et la Chine, pour l'instant, clairement, ne répond pas. C'est-à-dire que la position de la Chine dans les discussions bilatérales avec les Émirats en particulier, la réponse, c'est de ne pas donner de réponse et de dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle est intéressée par la stabilité de la zone, que c'est ça l'intérêt qui va être défendu. Peut-être quelques points sur la Chine. Je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites dans cette présentation. Donc, ce seront peut-être des ajouts. Alors, c'est vrai que la Chine, oui, bien sûr, dans sa consommation d'énergie, le charbon joue encore un rôle essentiel. Euh, En même temps, ce pays est quand même le deuxième consommateur mondial de pétrole, après les États-Unis évidemment, le premier importateur mondial de pétrole, le troisième consommateur mondial de gaz naturel et le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié. Vu les besoins gigantesques de la Chine, hein, on parle d'un pays, alors je ne sais pas exactement quel est le chiffre de la population, on va dire 1,3, 1,4 milliard d'habitants, une économie qui est encore en croissance, c'est plus la croissance évidemment de 10% ou plus qu'ils ont eu pendant longtemps, mais enfin ça reste une croissance quand même importante. Les besoins sont énormes et donc les hydrocarbures, c'est quand même important pour les autorités chinoises. Euh, le Il est tout à fait exact de rappeler que dans ce conflit, la Chine a pris une position ferme en disant auprès du monde et à ses acteurs économiques, les sanctions américaines, vous ne les appliquez pas.
Et ce n'est pas, comme cela a bien été dit par Camille, ça s'était pas passé comme ça auparavant, parce que les Américains ont des sanctions contre l'Iran depuis des lustres, hein, y compris si je ne prends que Donald Trump, le premier mandat, bon maintenant le deuxième mandat, mais il n'y avait pas effectivement des déclarations aussi frontales, hein, aussi haut niveau, en disant même on vous interdit d'appliquer les sanctions américaines. Alors ça, c'est une position très forte, intéressante. Je demande quand même à voir avec un peu de recul. Parce que c'est une chose de dire, je vous interdis de. Bon. Les Américains, de leur côté, ont considérablement renforcé leurs sanctions économiques déjà majeures contre l'Iran. C'est ce que le département du Trésor appelle l'opération Fury économique. Ah, vous avez en tête l'opération militaire, Fury épique. Bon, ça, c'est depuis le cessez-le-feu du 8 avril, on est passé de la guerre chaude, la guerre militaire, à la guerre économique. Et ça s'appelle, à Washington, l'opération Fury économique. Ils ont encore renforcé leurs sanctions dans les dernières semaines, hein, sur l'Iran, mais sur l'Iran, ça ne veut pas dire uniquement sur l'Iran. Sur ceux qui achètent du pétrole iranien, sur des compagnies de transport maritime, sur des intermédiaires, sur des ports, y compris en Chine. Donc la liste devient de plus en plus impressionnante et je demande un peu de recul, qu'on n'a pas évidemment aujourd'hui, de voir dans les mois qui viennent, dans un an, qu'est-ce qu'on aura comme chiffre vraiment de flux pétroliers, par exemple, de l'Iran vers la Chine, pour voir si ces consignes très fermes, je vous interdis de, comment ça se sera traduit très concrètement, parce que pour les acteurs économiques chinois, bien sûr, si Pékin leur dit ne faites pas ça, mais oui, mais en même temps, les Américains, c'est encore la première puissance mondiale, c'est une justice américaine qui a le bras très long, c'est des banques qui ne veulent plus forcément travailler avec elle. Donc, je demande un petit peu de patience là-dessus. Et puis peut-être, dernier point, la Chine importe beaucoup de pétrole iranien, ça a été rappelé dans l'intervention de Camille, elle importe beaucoup de pétrole et de gaz des pays arabes du Golfe. Elle est le premier importateur de pétrole et de gaz venant de la région du Golfe, les deux rives du Golfe. Iran, alors d'une proportion considérable, probablement de l'ordre de 90% du pétrole iranien exporté va vers le marché chinois. Pour les pays arabes, ils sont plus diversifiés, ils n'ont pas de sanctions américaines, donc ils exportent vers le monde entier. Mais la Chine est un acheteur de plus en plus important. D'où ce que disait Camille, et que j'ai pu vérifier récemment en rencontrant deux diplomates chinois, quand je leur ai posé la question, puisqu'on a parlé évidemment de la situation actuelle, entre autres, de leur position par rapport à ce conflit, ces deux diplomates avaient un grand sourire, enfin un petit sourire plus exactement, à l'asiatique, hein, qui voulait dire, on dit aux Iraniens qu'on les aime bien, on dit aux pays arabes qu'on les aime bien, on dit qu'on est pour la paix, la stabilité, ce qui est sympathique, hein, pour tout le monde. Mais on sentait qu'ils étaient très gênés aux entournures. Et donc, quand vous avez un conflit, les tensions entre les rives du Golfe, qui étaient déjà existantes avant, évidemment, sont très fortes. Et donc, quand vous allez dire aux Émirats arabes unis, vous comprenez l'Iran quand même, ils sont pas trop méchants, c'est un peu très très compliqué, mais ça explique que entre ces deux feux, si je puis dire, la diplomatie chinoise soit quand même très très discrète. Et pour l'instant, on dit on soutient le Pakistan, ce qu'ils font est très bien, alors qu'on pourrait penser qu'un pays de l'importance de la Chine, et par rapport aux intérêts de ces enjeux au Moyen-Orient et de ce que représente Hormuz pour l'économie mondiale, et aussi, comme le disait Camille, en termes d'exportation de la Chine vers le reste du monde, si la crise débouche sur une récession économique mondiale, évidemment, la Chine aura moins à vendre, parce que quand on est en récession, on achète moins de produits chinois ou autres, de façon générale. Donc c'est un enjeu majeur pour eux en termes commerciaux, comme le disait très bien Camille. Et par rapport à tout ce que représente cette crise, la diplomatie chinoise a une discrétion extrême, parce que ils ont deux fers au feu. Et quand les deux fers sont comme ça, évidemment, complètement en opposition, c'est très compliqué de jouer un rôle très actif. Donc, on soutient le Pakistan en espérant que bientôt le Pakistan, par sa médiation, aboutira à mettre un terme à cette guerre. Comme vous le savez, au moment où nous parlons, hein, il y a un projet de protocole d'accord qui circule, entre l'Iran et entre l'Iran et les États-Unis, qui est sur le bureau de Donald Trump et sur le bureau, je sais pas s'il a encore un bureau, de Mojtaba Khamenei. Bon, je pense pas qu'il ait de bureau parce que vu qu'il est planqué quelque part, mais en tout cas, c'est soumis à l'approbation des deux chefs d'État. Donc, c'est peut-être une question d'heures, de jours, ou d'échec à nouveau, ou de reprise du conflit, personne ne le sait. Mais on verra ce qu'il advient de cette initiative pakistanaise, qui est en tout cas très soutenue par la Chine, à défaut de pouvoir faire quelque chose de plus fort de son côté.
Peut-être juste très rapidement sur la Chine, effectivement, parce que je suis pas trop rentré dans les détails tout à l'heure, mais quand on parle durée, la Chine est devenue depuis, je dirais le début des années, enfin ouais, début des années 2010, un exportateur très important. Ce qui est un peu contradictoire à première vue sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que la carte, la géographie des engrais azotés se calquait sur la carte des ressources gazières, ce qui est vrai dans 90% des cas, sauf pour la Chine, parce que la Chine, dans un effort d'autosuffisance et en reconnaissant depuis le début des années 2000 principalement le caractère éminemment stratégique de son agriculture pour sa sécurité alimentaire, parce que on n'a pas confiance dans les marchés mondiaux pour assurer une part trop importante de sa sécurité alimentaire, donc il faut produire sur place, a mis un plan pour développer sa production d'engrais azotés, donc d'urée, de manière très 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 forte, très rapide. Et aujourd'hui, cette production, elle repose non pas sur du gaz comme c'est le cas partout dans le monde, mais sur l'utilisation de charbon. Donc 85% de l'urée chinoise, elle provient d'ammoniac qui est fait à base de charbon, donc beaucoup plus émetteur en CO2 et plus coûteux également. Mais c'est pas très important pour la Chine parce que voilà, la sécurité alimentaire c'est trop stratégique et ça me permet aussi d'embrayer sur le fait que quand je dis qu'ils prennent un poids important depuis début des années 2010 sur les marchés des engrais, je viens de vérifier à l'instant justement pour pas dire de bêtises, mais depuis 2015 dans ces eaux-là, à l'exception faite de quelques années où il y a des grosses restrictions d'exportation parce que la Chine a une main, enfin voilà main très importante sur les engrais et de manière assez opaque, un peu comme tout le reste de son économie, bien sûr. Ça représente entre 15-20% de l'urée exportée dans le monde. Donc c'est vraiment extrêmement significatif. Et beaucoup vers l'Asie, bien sûr. Bonsoir et merci pour vos présentations. Toujours un plaisir de venir à l'IREMO assister à des soirées thématiques aussi intéressantes. Alors, le titre s'appelle Détroit d'Ormuz ou la crise au large. Donc, on a parlé de la crise, des conséquences de la crise, mais bon, ça a été rappelé à plusieurs reprises ici et là. Qui a créé cette crise? C'est-à-dire, avant le 28 février, il n'y avait pas de blocage d'Ormuz, il y avait une circulation maritime internationale, et ce sont les États-Unis et Israël qui ont lancé, il faut le dire, une guerre d'agression contre l'Iran. Si on se place du point de vue du côté iranien, bon, je ne vais pas revenir sur les 47 dernières années, mais c'est important quand même de le souligner. La région du Golfe Persique, historiquement, a fait l'objet d'immixtions étrangères permanentes. On avait les Portugais au XVIIe siècle, les Britanniques au XIXe et au XXe siècle, et aujourd'hui les Américains au XXIe siècle, avec leurs bases américaines qui, à ma connaissance, sont aujourd'hui, comme conséquence de la guerre, toutes détruites. Il y a CNN qui a fait une enquête là-dessus, comme quoi les destructions sur les bases américaines au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite sera bien plus importante que ce qu'on dit. Et donc Donald Trump a commis une terrible erreur d'appréciation en déclenchant cette agression. Vous avez parlé de décennies de sanctions. Enfin, je veux dire, si on se place du côté d'un État souverain, vous l'avez dit, l'Iran n'a pas bloqué ce détroit. C'est la première fois que l'Iran bloque ce détroit. Enfin, je veux dire, la retenue à laquelle l'Iran a exercé ces dernières années. Donc, 1980, déclenchement de la guerre par Saddam Hussein contre l'Iran. Toutes les monarchies arabes du Golfe Persique soutiennent Saddam Hussein financièrement, logistiquement, contre l'Iran. D'accord? Après, on a toute une série de lois extraterritoriales pour empêcher l'Iran d'accéder au système financier international, donc privation, terrorisme économique. C'est Scott Bessent qui avait dit il y a quelques mois que voilà, le but c'est d'écraser, de pressuriser l'Iran au maximum pour espérer que la population se révolte et provoque l'effondrement de l'État. C'est ça dont il s'agissait, c'est de briser un État souverain. Voilà. Et puis, dans cette crise du Golfe Persique, les monarchies arabes, qui malgré leur relation d'affaires étroite avec la famille Trump,
n'ont bénéficié d'aucun soutien de leurs alliés. Donc voilà, donc c'est une situation vraiment, bon, il y a beaucoup d'éléments rationnels qui ont été mentionnés par rapport à la sécurité alimentaire, mais il y a des vies humaines qui ont été vraiment affectées par cette crise à travers toute la région. Donc là, les discussions sont en cours. Je ne sais pas comment elles vont aboutir. Peut-être qu'il y aura une reprise de la guerre. Trump peut très bien décider de reprendre la guerre parce qu'il ne supporte pas d'apparaître comme un loser aux yeux du monde à l'approche d'échéances si importantes, les échéances que l'on connaît. Et donc, je suis assez pessimiste, mais voilà, on peut pas s'attendre à ce qu'un pays qu'on a diabolisé, il faut le dire, pendant près d'une demi-décennie, se permette de rester assis sans rien faire et de ne pas défendre ses intérêts. Des problèmes de stockage de pétrole pour l'Iran ont été évoqués il y a peu. Qu'en est-il vraiment, puisqu'il n'exporte plus autant qu'avant? Alors, le stockage de pétrole, c'est extrêmement important. Et je vais l'évoquer des deux côtés. Dès le 1er mars, l'Iran bloque Hormuz. Donc, les pays arabes du Golfe, ceux qui exportent du pétrole, il y en a évidemment plusieurs, se disent peut-être que ça ne va pas durer trop longtemps. Au tout début, on est dans les premiers jours du conflit. Et quand vous pensez que ça ne va pas durer trop longtemps, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à produire au même rythme qu'avant et vous stockez. Sauf qu'après, on voit que le blocage dure. Et vos installations de stockage sont remplies à mort. Et là, il n'y a plus qu'un seul choix, réduire la production sur les champs pétroliers. On sait faire ça dans l'industrie, mais on aime bien que ça ne dure pas trop. Parce que si on doit réduire fortement la réduction de certains champs pétroliers, ça dépend, chaque champ est différent, chaque réservoir pétrolier est différent, parfois le risque c'est qu'on perde une partie des réserves de pétrole. Donc ça arrive pour les pays arabes du Golfe. Et à compter du 13 avril, les Américains commencent à imposer un blocus des ports iraniens, donc ça couvre surtout tous les navires qui vont vers les ports iraniens, tous ceux qui en sortent, mais évidemment la principale cible c'est bien sûr le pétrole. Dans l'économie iranienne, il n'y a pas que le pétrole, mais c'est quand même la principale ressource de l'économie, la principale recette d'exportation de loin depuis des décennies, tout le monde le sait. Donc ça vise principalement le pétrole. Et donc même raisonnement de la part de l'Iran, on se dit peut-être que ça ne va pas durer très longtemps. Donc on continue à produire, on réduit pas la production immédiatement, en sachant que c'est parfois délicat techniquement. Mais ça a commencé le 13 avril, nous sommes maintenant fin mai, alors on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais voilà, quand on est sur plusieurs semaines de blocage de vos exportations, votre production, elle sert à votre consommation intérieure et à vos exportations. La consommation intérieure, elle est toujours là. Sauf qu'avec les destructions liées au conflit, on n'a pas de chiffres, mais probablement elle a un peu baissé. Mais passons là-dessus. Mais les exportations, là, vous les perdez. Et donc, si le blocage par les États-Unis des ports iraniens continue dans les semaines qui viennent, l'Iran aura d'autres choix, comme les pays arabes, puisque là ça avait commencé avant, de réduire sa production au niveau de ses champs, avec les risques que pour certains gisements, il y ait une perte d'une partie de ses ressources pétrolières. D'où les enjeux majeurs par rapport à ce qui se joue actuellement, ces négociations sur ce fameux protocole d'accord, donc MOU pour nos amis britanniques, tout ça est fait en anglais évidemment, protocole d'accord. Qu'est-ce qu'on met au premier plan dans ce protocole d'accord? Si il est accepté, au moment où nous parlons, sauf si ça s'est fait il y a une minute, ce n'est pas le cas. Bon. Qu'est-ce qu'on met au premier plan? D'abord, on prolongera le cessez-le-feu de 2 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? On rouvre Hormuz. L'Iran, si il accepte le mémorandum, bien sûr, donc débloquerait Hormuz, les États-Unis arrêteraient de bloquer les ports iraniens. Des deux côtés, on met ça en premier, et des deux côtés, et du monde entier qui est derrière, je dirais, même si le monde entier ne négocie pas, c'est Téhéran et Washington. On met ça en premier. Bon. Et ensuite, on espère que les Américains pourraient suspendre une partie de leurs sanctions pétrolières contre l'Iran pour que l'Iran puisse plus facilement exporter son pétrole. Ça, c'est la première phase, toujours prévue par ce mémorandum. Et ensuite, on espère que dans cette première phase, les États-Unis transféreraient à l'Iran une partie de leurs avoirs gelés, et l'Iran voudrait 20-25 milliards de dollars comme premier acompte, je dirais. C'est qu'une partie. Bon. Encore une fois, c'est pas accepté du côté de Washington. Et dans un deuxième temps, on négocie sur le programme nucléaire de l'Iran avec 2 points clés au menu, 2 points énormes. Est-ce que l'Iran continuera ou pas à enrichir de l'uranium sur son territoire? Est-ce que l'Iran transférera à l'étranger ces fameux 441 kilos d'uranium fortement enrichi, ce qui veut dire environ 60%,
en sachant que le seuil nucléaire, c'est 90%, et quand on est à 60%, si on a encore des usines d'enrichissement qui marchent, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'Iran, il faut quelques semaines pour passer de 60% à 90%, et qu'avec 440 kilos, on peut faire une dizaine de bombes nucléaires. Donc, on est là-dessus sur ce projet d'accord, mais vous remarquerez qu'on met en tête des blocages d'Ormuz, hein. Et après, on parlera d'autres sujets. Donc, on le met du côté iranien, on le met du côté américain, et le reste du monde dit, ouf, j'espère que vous allez signer, parce que chic, on peut pas tenir longtemps comme ça, en étant privé d'à peu près 12% de la consommation pétrolière mondiale. Donc ça, c'est extrêmement révélateur. Mais oui, bien sûr, si le blocage américain continue, dans quelques semaines, l'Iran sera obligé de réduire la production sur ses champs pétroliers, et ça posera de gros problèmes, comme cela en pose aux pays arabes du Golfe, dont les exportations sont bloquées depuis le 1er mars 2026. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe si ils sont obligés de réduire la production? Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Il faut examiner chaque gisement. Les pétroliers te disent, Agnès, que chaque gisement, c'est presque une personne. Il faut les bichonner comme une personne, etc. Chaque réservoir pétrolier est différent. Certains d'entre eux, par leur complexité géologique, font que si tu réduis trop la production, tu peux perdre une partie de tes réserves qui s'évaporent quelque part dans le sous-sol. Donc, quand tu es amené à réduire ta production, voire dans certains cas à fermer des champs, dans le pétrole, tu fais des prières pour que rapidement tu puisses revenir à la normale. Or là, ça dure quand même depuis un moment pour les pays arabes du Golfe et pour l'Iran, donc depuis le 13 avril. Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde, c'est le point commun, vive le retour à Hormuz à avant, en sachant que l'Iran ne voudrait pas qu'on revienne à avant. On ouvrait Hormuz, mais je garderais le contrôle à travers cette nouvelle entité. Ce qui, pour les Américains, est parfaitement inacceptable. Pour les pays arabes du Golfe, parfaitement inacceptable. Pour le reste du monde, parfaitement inacceptable. Y compris pour les Chinois, évidemment, qui tiennent à la liberté de navigation, parce que, en tant que première puissance exportatrice mondiale et pays qui importe énormément de pétrole et de gaz du Golfe par la voie maritime, ils souhaitent pas qu'un pays comme l'Iran, même s'ils sont leurs alliés, puisse dire, lui passe, même s'ils sont en bon terme avec les Chinois, mais c'est pas évidemment très satisfaisant. Donc, enjeu majeur, Hormuz, qui normalement doit être débloqué si le protocole est signé, débloqué normalement sans entrave. Mais comment on réconcilie ça avec la volonté de l'Iran de dire, moi, Hormuz, maintenant, c'est moi, c'est un des trois, c'est moi, et je le contrôle jusqu'à la fin des temps, j'ai créé une nouvelle entité pour ça, et donc il faudra passer vers moi, je vais régler la circulation gentiment, je serai un gentil organisateur du côté du Golfe, complètement inacceptable pour l'ensemble du monde. Et du coup, le sultanat d'Oman dans tout ça, il est complètement c'est un... Il négocie avec Oman, Ouais. qui a quand même son mot à dire dans le contrôle du détroit d'Ormuz. Un point, Normalement, c'est clair. On a l'Iran au nord, Oman au sud. Il n'y a pas que l'Iran, c'est clair. Il y a même un petit peu quand même les Émirats Arabes Unis qui sont juste à côté. Bon, c'est pas juste la pointe, mais c'est quand même juste à côté et de l'autre côté. Donc c'est important. L'Iran sent bien que sa position juridique est très faible. Pendant 46 ans, 47 ans, jusqu'en 2001, la République islamique d'Iran n'a pas dit le détroit d'Ormuz, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et je vais imposer des péages. Ils le découvrent en 2026, donc c'est un peu fragile. Donc ils se sont dit, je vais mettre Oman dans la combine. Et il a proposé que les deux s'entendent pour gérer le détroit et partager les revenus par rapport à ces péages qui seraient imposés. Ouais. Oman prudemment a commencé par dire non. Et l'Iran est revenu à la charge en disant « Non, je voulais pas parler de péage. En fait, je parle de paiement pour des services maritimes. » Ça change tout, c'est la même chose. Mais ça change tout. Ça veut dire qu'on va aider les navires à aller pas se tromper, à pas aller s'ensabler quelque part, pas sauter sur une mine, dont l'Iran a ajouté certaines d'ailleurs dans le Golfe, pour simplifier les choses. Donc on va les aider, on va leur rendre des services. Et c'est normal que si vous rendez des services, eh bien on vous paie pour ça. Mais ça, c'est un cache-sexe pour diminuer le fait on peut pas imposer des péages, on fait autre chose. Donc, Oman n'a pas fermé la porte à cette deuxième version, d'où la colère de Trump, qui, il y a quelques jours, a dit, si Oman rentre dans ce circuit, je les pulvérise. Alors, ça, c'était la version Trump. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor dont vous avez parlé, qui est l'architecte des sanctions économiques, a dit, plus poliment à Oman, soyez bien avertis que si vous rentrez dans cette combine avec l'Iran, vous serez considéré par nous comme complice de quelque chose qui est complètement illégal, et donc vous serez sanctionné par le département du Trésor des États-Unis, ce qui est sérieusement dissuasif. Voilà, donc on en est là, mais clairement, Oman, qui a de bonnes relations avec tout le monde dans cette région, tu le sais bien Agnès, qui est un exploit diplomatique depuis des lustres,
Donc, il n'a pas complètement fermé la porte à l'Iran, mais clairement, ce que souhaite Oman, c'est que, comme le monde entier à peu près, c'est qu'Ormuz soit rouvert, que les flux pétroliers reprennent, et qu'on n'essaie pas de l'embringuer dans une histoire un peu louche, avec des péages qui deviennent des paiements pour services maritimes. Tout le monde sait ce qu'il y a derrière. Ils ne peuvent pas se permettre, vu leur lien avec les États-Unis, avec les pays arabes du Golfe, avec les pays occidentaux, avec le monde entier, de rentrer dans cette affaire qui est des plus louches, mais qui montre la volonté de l'Iran de dire j'ai éprouvé quelque chose, la puissance de contrôler, de faire trembler l'économie mondiale, de prendre le monde entier en otage, et comme on le dit à Téhéran, c'est l'équivalent d'une bombe atomique. Pour éviter que États-Unis et Israël nous réattaquent une prochaine fois, il y a deux moyens. Soit la bombe atomique, on l'a pas, soit le contrôle d'Ormuz. Et donc, on veut pas lâcher les deux en même temps. Et comme on n'a pas la bombe, on voudrait garder le contrôle sur le détroit. Mais c'est inacceptable pour le reste du monde. Donc, voilà, par rapport à ce protocole-là, s'ils le signent, après ils disent, mais je veux continuer mon entité nouvelle, là, qui fasse leur travail, là, on est reparti pour peut-être une reprise de la guerre. Vraiment, quand Marco Rubio dit oh, le détroit d'Ormuz, c'est inacceptable qu'il soit comment dire, contrôlé par l'Iran. Enfin, personne trouve ça choquant de dire que les États-Unis qui menacent d'annexer le Groenland, que c'est inacceptable, qui menacent de prendre le canal de Panama par la force, de reprendre la souveraineté à Panama de ce canal sous prétexte qu'il est comment dire, alimenté financièrement par les Chinois. C'est inacceptable. Enfin, c'est quand même le toupet des Américains et l'arrogance des Américains n'a pas de limite. Je veux dire, Iran et Oman sont chez eux. Les Américains sont à des milliers de kilomètres de leurs propres frontières. Il n'y a pas de navire iranien dans le golfe du Mexique, à ce que je sache, qui bloque les ports américains. Ce serait un peu risqué. Ce serait un peu risqué, mais c'est quand même... Je leur conseille pas. Voilà. Si jamais elle m'écoute, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Non, mais sur l'arrogance américaine, vous avez évidemment parfaitement raison. Le problème, problème entre guillemets, le fait, c'est que c'est la première puissance mondiale. Donc, quand Trump tape du poing sur la table, il y a peu de gens qui se mettent en travers pour lui dire c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Même si les gens le pensent, mais ils vont pas le dire. Mais là, l'Iran se met, s'il veut persister dans le contrôle d'Ormuz, il se met le monde entier à dos, y compris son grand allié, enfin, l'un de ses deux grands alliés, la République populaire de Chine. Même la Russie peut pas accepter ça, mais ils ont autre chose à faire pour l'instant. Mais voilà. Donc là, c'est une position qui est inacceptable pour le monde entier. Ce que fait Donald Trump est inacceptable pour plein de gens, mais personne n'ose lui dire. Donc, c'est que entre les deux, on n'est pas au même niveau. Hein. Nous parlons de géopolitique, pas de morale, pas de choses gentilles et sympathiques. C'est un rapport de force. Hein. C'est incontestable. Mais c'est pas une bonne chose, mais c'est un rapport de force. D'observateurs ont la sensation que Donald Trump est revenu un peu à gare de son voyage en Chine, parce qu'il n'a pas su imposer ses volontés à Pékin sur certains points, dont sur le détroit d'Ormuz, par exemple. Attendons un peu. Attendons un peu. Attendons un peu, parce que, comme l'a dit Camille, c'est très important, la Chine souhaite ardemment que Hormuz soit rouvert. Hein. Elle importe du pétrole de l'Iran et des pays arabes du Golfe. Elle importe du gaz naturel liquéfié de certains pays arabes du Golfe, notamment le Qatar. Donc, et en plus, ce conflit et les conséquences économiques très importantes, au minimum, vont réduire la consommation, la croissance économique mondiale, c'est déjà le cas, voire nous plonger dans une récession qui pénalisera la Chine par rapport à ses exportations. Donc, clairement, la Chine veut la réouverture du détroit. Trump et les dirigeants américains lui disent « faites quelque chose, téléphonez à Téhéran ». Les dirigeants chinois, évidemment, sont très prudents pour les raisons que Camille a expliquées, mais il y a des choses qui se passent, je dirais, de façon souterraine au moment où nous parlons. Donc, il nous faut là encore un peu de recul pour voir ce qui se passera dans les semaines qui viennent. C'est pas immédiatement après un sommet comme ceci, c'est une question d'affichage, hein, évidemment, qu'on peut faire le bilan de questions aussi complexes. Donc, donnons-nous un petit peu de temps de recul. Je pense que le sommet, il était surtout pour en fait commencer des discussions sur des sujets vraiment sino-américains. On en a beaucoup parlé comme un sommet parce que voilà, c'est en pleine période de blocage du détroit d'Ormuz, donc comme si les États-Unis allaient en Chine pour mettre la pression sur la Chine, pour qu'elle-même mette la pression sur l'Iran. Mais en fait, vraiment, c'était vraiment un sommet bilatéral. Hein, faut le prendre comme ça, c'est-à-dire que même si la question iranienne a bien sûr été évoquée et discutée entre la Chine et les États-Unis, comme vous l'avez vu, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'effet. La Chine, elle a dit oui, c'est important, voilà. Mais en fait, le sujet vraiment, c'était vraiment les conflits
interne entre les États-Unis et la Chine, et effectivement les questions de guerre, de droits extraterritoriaux. Hein. Donc, c'est-à-dire, moi, je mets des sanctions à l'export sur mes terres rares en ce qui concerne la Chine, et les États-Unis qui, eux, mettent des contrôles à l'export sur les semi-conducteurs de Nvidia. Enfin, voilà, c'était surtout ces sujets-là qui étaient au cœur de la rencontre. Et donc, c'est aussi normal que n'en ressorte pas une position très claire, en tout cas de la part de la Chine. Et effectivement, je pense vraiment que la Chine, sur ce genre de questions-là, elle peut, par exemple, en sous-main, passer des appels tous les jours à l'Iran sans que personne soit au courant, et que tout d'un coup, l'Iran se sente suffisamment pressurisé par la Chine pour changer de position, ou alors, comment dire, être plus souple. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que étant donné la diplomatie chinoise, il y a très peu de chances que ça soit fait de façon frontale. Donc, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut vraiment attendre un tout petit peu. Quand on parle justement de la crainte de la Chine pour la déstabilisation de la région, et donc c'est qui irait avec l'effondrement de l'Iran, mais en fait cette crainte du chaos, quelle est la crainte spécifique? Qu'est-ce à part l'idée générique du chaos, en fait, ce chaos, ça entacherait quels intérêts, quelles conséquences aurait sur la Chine? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail ces points en particulier? Et puis pour Francis, la question, alors moi j'ai écouté, donc dans votre présentation, vous avez dit qu'il y avait pour 2026, il y avait une offre qui était attendue supérieure à la demande des pays et donc qui allait maintenir les prix bas. Or, sur d'autres canaux, j'entends en revanche que depuis 2009 à peu près, on est en période de baisse des ressources pétrolières en tout cas. Et que donc les ressources, elles se font plus, elles se raréfient. Et donc, comment on peut, je n'arrive pas à comprendre cet oxymore, si on peut dire comme ça, entre ressources qui baissent mais offre qui est supérieure à la demande. Si vous pouvez parler de ces points. Je pense que en fait le souhait chinois pour une stabilité dans la région, c'est un souhait qui est lié en fait à sa compétition, en tout cas la concurrence qu'elle perçoit vis-à-vis des États-Unis. La Chine aujourd'hui, elle se considère comme pas tout à fait légale, même si elle veut se présenter comme telle dans les sommets internationaux, mais elle estime qu'en fait elle a encore des efforts à faire, et notamment elle a besoin de consolider euh, sa défense, et pour consolider sa défense, elle a besoin de rentrer du revenu. Donc du coup, elle a besoin de continuer de s'enrichir, et comme on le sait, c'est assez clair. Globalement, la guerre va polariser en fait les revenus en général, et alors que globalement, quand on a des climats de paix, on a un revenu, enfin comment dire, les dividendes de la paix sont plutôt positives, particulièrement pour les pays exportateurs. Donc du coup, la Chine, elle a tout intérêt, d'un point de vue économique, à ce qu'il n'y ait pas trop de conflits, particulièrement des conflits qui peuvent en fait avoir un impact direct sur ses intérêts économiques. Et donc du coup, dans le cadre du détroit d'Ormuz, c'est clairement ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que aussi l'effondrement potentiel du régime iranien pourrait donner plus de place aux États-Unis. Pourrait en fait leur laisser, enfin ils pourraient par exemple prendre le détroit, enfin scénario catastrophe, voilà. Enfin, en tout cas, ça pourrait avoir un impact durable sur les intérêts économiques chinois. Alors souvent on dit que la Chine est pragmatique. En fait, c'est pas forcément pragmatique, c'est que elle, son objectif final, c'est vraiment la domination de sa région. Et pour la domination de sa région, elle a besoin d'une défense qui soit vraiment supérieure. Pour avoir une défense supérieure, elle a besoin de revenus qui viennent de l'extérieur. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, en fait, la question de l'exportation, elle est centrale, absolument centrale à la Chine, parce que c'est ça qui va lui permettre, en fait, d'arriver à un niveau suffisant. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas vraiment du pragmatisme, même si ça en est. En soi, c'est pas juste que ce qui l'intéresse, c'est les questions économiques. Bien sûr que non, comme tous les autres États, ce qui l'intéresse, c'est la politique, c'est la défense, c'est le militaire. Mais en fait, elle estime que la voie pour y arriver, c'est vraiment l'économie. Et donc, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles elle souhaite vraiment que le régime iranien reste en place. Oui, effectivement, depuis le second semestre 2025, nous avons sur le marché pétrolier mondial
un excédent de l'offre par rapport à la demande. Et ça devait se continuer au moins dans toute l'année 2026. Et il n'y avait absolument aucun doute là-dessus jusqu'au 28 février 2026, qui a changé tout pour les raisons qu'on a vues. Euh, alors, pourquoi il y avait cette surabondance de l'offre? Parce que plusieurs pays pétroliers augmentaient leur production pour vendre plus et pour avoir plus de recettes d'exportation qui en général sont en dollars, puisque normalement, sauf exception, le commerce pétrolier mondial se fait en dollars, ce qui renforce encore la superpuissance américaine, lien entre l'or noir, le pétrole, matière première stratégique, et le dollar, la monnaie américaine. Qui sont ces pays qui augmentaient leur production depuis plusieurs mois, avant, bien sûr, ce qu'on vit depuis la fin février? Certains pays au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït. Donc, de grands producteurs pétroliers et des pays faisant partie de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et des pays en dehors de cette zone, surtout sur le continent américain, États-Unis, Canada, Brésil, Guyana, Argentine. Et donc, quand vous avez plusieurs pays qui sont des producteurs importants, États-Unis, premier producteur mondial, bon, Arabie Saoudite, deuxième, bon, etc. L'Irak est dans les 5 premiers, etc. Canada, le quatrième, qui augmentent tous en même temps leur production. Il arrive ce qui doit arriver, on se retrouve avec trop de pétrole sur le marché, jusqu'à, évidemment, Hormuz. Alors, Gianni, tu disais, j'entends souvent dire que depuis la fin des années 2000, on a un problème avec les ressources pétrolières qui diminuent. Et ce que tu évoques fait référence à ce qu'on appelle le pic pétrolier. En bon français, le peak oil, ce qui veut dire en clair le pic de la production pétrolière mondiale. Beaucoup estiment, et on en parle depuis longtemps, que les ressources pétrolières mondiales ne sont pas suffisantes et que la consommation est tellement importante qu'on arrive à un niveau où on ne peut que descendre. Petit problème, cette thèse très répandue depuis des dizaines d'années est à mon avis fausse. Je ne dis pas qu'elle sera toujours fausse, mais elle est fausse jusqu'à présent. Pourquoi? Si on était sur un pic, quand on est sur un pic, ça veut dire qu'après on descend. Parce qu'on arrive à un pic, on peut pas monter, puisque après on descend. Problème, si on avait eu un pic en 2008 ou 2009, comment se fait-il qu'en 2025, le monde n'ait jamais produit autant de pétrole dans toute son histoire et n'ait jamais consommé autant de pétrole? Donc ça veut dire que le pic qu'on nous annonçait était un faux pic, puisqu'on a continué à monter plus haut. Et sans la guerre que nous évoquons, en 2026, on aurait encore battu le record, c'était absolument certain, de production pétrolière mondiale dans l'histoire de l'humanité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de pic. On y arrivera un jour. Est-ce que ce sera dans les années 2030, 2040? L'OPEP nous dit pas avant 2050. L'Agence internationale de l'énergie nous dit vers 2030. Choisissez entre les deux, faites vos courses. Bon, mais je dirais, ce qui est certain, ça c'est une question de fait, c'est que pour l'instant, jusqu'à cette crise, on était encore sur une tendance haussière de la production pétrolière mondiale. Et par définition, si chaque année on produit plus de pétrole, c'est qu'on n'était pas à un pic en 2008 ou 2009. Et que cette thèse, très répandue, et avec de très bons arguments, était fausse factuellement. Je ne dis pas qu'elle sera toujours fausse. C'est une énergie non renouvelable. Donc, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, comme on dit sur les marchés boursiers. Mais ce qui est clair, c'est que les arbres continuent à monter pour le pétrole et que ça aurait dû être le cas cette année, sauf qu'avec la guerre et le blocage d'Ormuz, forcément, on va baisser, mais pas on va baisser parce qu'il n'y a pas assez de pétrole, parce que ça a été bloqué au niveau du détroit d'Ormuz. On a une question en ligne. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de ce conflit? Nous avons une guerre d'agression contre l'Iran des États-Unis et d'Israël. Pour quelles raisons précise cette agression et quels en sont ses enjeux profonds? Voilà, on sort un petit peu du sujet précis de cette rencontre, mais l'agression qui a été menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran s'inscrit dans la poursuite de la guerre de 12 jours qui avait commencé en juin 2025. Et si on remonte évidemment bien plus haut, c'est d'abord cette relation extrêmement tendue entre les Américains et l'Iran sur la question du nucléaire, que Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire qui avait été patiemment élaboré par Obama en 2015. 2018, Trump en sort.
Et à partir de là, l'Iran reprend l'enrichissement de l'uranium et Israël n'a de cesse que de dire qu'il faut absolument mettre un terme à cette volonté iranienne d'avoir l'arme nucléaire. Et évidemment que tout ça a été renforcé par les conséquences du 7 octobre, où l'Iran, qui est critiqué par un certain nombre de pays de la région comme étant le soutien à des mouvements islamistes radicaux, donc en particulier le Hamas, mais également le Hezbollah. Et donc, cette volonté d'Israël, qui est renforcée depuis le 7 octobre, d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'influence iranienne dans la région, et que, à cause de les massacres du 7 octobre, Israël a trouvé une oreille complaisante à l'égard auprès des Américains pour justifier la volonté, eh bien, de détruire tous les mouvements qui se présentent comme des mouvements proches de l'Iran. Et comme ça ne suffisait pas de détruire le Hamas et le Hezbollah, eh bien, pour Israël, il fallait revenir à l'origine, hein, le pays qui soutient tous ces mouvements, qui sont les Iraniens. Donc, on est dans une logique de la part d'Israël. Ça fait 30 ans que Netanyahou est obsédé par la question iranienne. Ça fait 30 ans qu'il veut bombarder l'Iran, mais les prétextes n'étaient pas vraiment faciles à trouver pour justifier cette politique, et que le 7 octobre lui a donné évidemment le prétexte d'en finir avec les mouvements que soutient l'Iran, mais y compris donc en allant jusqu'à l'Iran. Voilà, très, très rapidement, ça pourrait être. Et aussi parce qu'il y avait Trump. Bah, évidemment. Parce qu'il n'aurait pas obtenu ça d'un autre président américain. C'est pas qu'il ne l'a pas tenté, c'est que ça. Absolument. Une dernière question, toujours à Camille, à l'occurrence. Et est-ce qu'il y a des enjeux liés, justement, comme Francis avait suggéré, donc les dollars, elle est une devise extrêmement importante qui définit justement les équilibres aussi des relations économiques internationales. Et donc, est-ce que la Chine ou en tout cas d'autres pays, ils cherchent à se positionner différemment et à pousser leur value nationale pour contrer justement l'influence du dollar? Oui, tout à fait. La Chine, enfin, comment dire, en fait, si vous voulez, globalement, on paye en dollars via le système, je sais jamais comment, c'est SWIFT. Swift. Swift, voilà, système Swift. Et en fait, la Chine, elle a un système qui est similaire, où elle paye en yuan, en fait. Elle paye, elle se fait payer en yuan. Et donc, du coup, elle a mis en place, en fait, des canaux avec tout un tas de pays. Et en fait, ces canaux sont parfois utilisés et parfois non. Pour vous donner une idée, par exemple, il y a un canal qui est mis en place avec la France. Mais en fait, il n'est jamais utilisé. Les relations commerciales entre la Chine et la France sont payées en dollars essentiellement, ou parfois en euros. Mais du coup, le canal n'est pas utilisé, mais par contre, il est là. Donc, ça veut dire que globalement, si en fait les États-Unis venaient pour une raison ou une autre à débrancher la Chine du système Switch, la France serait en capacité en fait de continuer à payer, continuer à acheter des produits chinois en payant en yuan. Donc, c'est quand même particulier. Et donc, du coup, la Chine, elle a des canaux comme ça avec des États qui sont sous sanction. Donc, elle a un canal de ce type avec l'Iran, elle a un canal de ce type avec la Russie, qui lui permet en fait de payer, de continuer de commercer, même si ces États-là n'ont plus accès au dollar. En fait. Et c'est très important ça parce que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Elle a commencé il y a une dizaine d'années, mais en gros, ça s'est largement amplifié en fait quand la Chine a vu que les États-Unis débranchaient la Russie de SWIFT, quoi. Donc du coup, globalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis ce système en place. Et aujourd'hui, la Chine dit que à peu près 50% de ces échanges commerciaux sont effectués en yuan à ce système-là. Donc, c'est difficile de savoir si c'est vrai exactement, voilà, mais globalement, ce qui est certain, c'est qu'on voit quand même une très, très grande augmentation de l'usage du yuan par la Chine directement avec ses coopérants. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Peut-être un dernier mot, une petite question que je vais poser à Jérémy. Sur les conséquences justement dans le domaine agricole. Est-ce que si cette guerre ou ce conflit se poursuit, comment vous voyez l'avenir de cette question qui est quand même une question essentielle? On dit que certains pays seront auront un impact très important avec des problèmes vraiment de, comment dit-on, sécurité alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'effectivement ça c'est une question qui est une question grave et importante?
Bah oui, oui, enfin là, juste avant l'intervention, du coup, j'ai regardé quelques chiffres qui sont donnés par le Programme alimentaire mondial, qui sait un peu de quoi il parle. Ouais. Et donc, d'ici fin 2026, on a déjà là, aujourd'hui, dans le monde, 300 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et selon le PAM, on pourrait en rajouter jusqu'à 45-50 millions d'ici la fin de l'année 2026 si la situation ne se résout pas. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, il y a, il y a ce problème de la temporalité, c'est-à-dire que même si Hormuz était très hypothétiquement réouvert demain, bon déjà on va oublier les mines, etc., oublier le blocus américain et tout ça. Imaginons qu'Ormuz soit réouvert demain. La situation, elle restera extrêmement tendue sur les marchés agricoles et alimentaires jusqu'à 2027-2028 minimum. Les pays qui vont en faire les frais sont toujours les pays les plus vulnérables, qui à la fois, pour certains d'entre eux, dépendent des importations d'engrais ou d'énergie pour réaliser des engrais, mais également des importations alimentaires. J'ai parlé de l'Égypte très rapidement tout à l'heure. C'est un cas vraiment très intéressant parce que l'Égypte, c'est un des grands exportateurs mondiaux du riz, sauf que leur gisement de Zor en gaz, alors Francis connaît sûrement mieux que moi, mais il s'est épuisé plus vite que ce qui n'était prévu. Donc l'Égypte, pour maintenir sa production d'engrais, s'est mise à importer du gaz d'un voisin proche, Israël. Depuis 2023, on se rend bien compte que c'est compliqué, donc on s'est reporté sur le Moyen-Orient pour le gaz. Sauf qu'aujourd'hui, bah, le Moyen-Orient, c'est pareil, c'est compliqué. L'Égypte, c'est un des pays qui importe le plus, c'est le plus grand importateur de blé au monde, alors même que 50% de sa production de blé, enfin 50% pardon, de sa consommation de blé, elle est produite sur place, sur les rives du Nil, sous irrigation et avec des taux de fertilisation qui sont les plus élevés au monde. Et donc, partant de là, les rendements également les plus élevés au monde en blé. Donc, on imagine bien que dans un pays comme l'Égypte, qui est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique quand même après le Nigeria, on pourrait se retrouver avec une crise alimentaire vraiment grave. Avec cet effet combiné de la perte du gaz moyen-oriental, la chute de la production du riz, donc la chute de la production de blé, oui, de la production de blé, pardon, etc., etc. Et après, bah, on peut parler d'autres régions comme l'Afrique de l'Est, qui importe beaucoup son engrais également du Moyen-Orient et où les céréales sont extrêmement importantes pour la sécurité alimentaire. L'Afrique de l'Ouest, un peu différent, mais très important pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le riz qui provient en partie de l'Inde, hein, qui réalise 40% des exportations mondiales de riz. C'est vraiment très important. Et l'Inde dépend à 60% pour sa consommation du riz, bah, d'importations du riz qui proviennent du Moyen-Orient. Donc là, on voit voilà, les effets en cascade en fait qui sont très clairs. Et juste pour faire un tout petit pas de côté, je me permets de rebondir un peu sur les discussions qu'il y a eu depuis tout à l'heure. C'était vraiment passionnant. Là, c'est plus une intuition qu'un résultat de recherche, on va dire. Mais je me questionne quand même sur cette question de la géographie en fait et des échelles. On parle quand même effectivement, hein, ça a été rappelé, une guerre d'agression contre un pays qui est devenu très rapidement une guerre régionale quand même. C'est important de le rappeler. Et aujourd'hui, alors je parle pas forcément de cette discussion là ce soir qui vraiment nous réunit pour parler des conséquences, notamment économiques de la guerre, mais on remarque quand même que la focale a vraiment changé de position, j'ai l'impression, en partant de la région qu'on a un peu oubliée pour se focaliser sur cette situation à Hormuz. Quand même, ce qui a été... enfin, Agnès, vous en parliez il y a quelques minutes là des causes profondes de la guerre. Donald Trump s'est quand même bien gardé d'annoncer des objectifs de guerre hein, pour aussi, dans sa philosophie qu'il met en place à la fois dans le business mais aussi dans les relations internationales de always claim victory, donc quoi qu'il arrive, il va gagner. Et là, je pense que cette focale qui est mise sur Hormuz, ça va lui permettre aussi, dans un effet de style trumpien qu'on lui connaît, de dire, bah voilà, j'ai réouvert Hormuz. Et on va oublier que derrière, c'est aussi lui qui l'a fait fermer indirectement, et encore plus indirectement, voilà, Israël qui lui a bien vendu la guerre
de manière vraiment, je pense, beaucoup trop optimiste, quoi. Ouais, absolument. C'était une petite intuition en tout cas, mais Merci beaucoup, merci, parce que merci c'était beaucoup. vraiment des échanges, je crois, passionnants. Il y en a quelques remarques dans le chat qui dit la même chose. Donc, et merci à vous qui êtes venus.